Bon, bonjour à tous. Alors, certains d'entre vous savent déjà ce qu'est la semaine urgence climat. Y ont participé, peut-être lundi, peut-être mardi et un peu aujourd'hui. Elle continue toute la semaine, donc quelques informations sur ce qui va suivre. Alors, on a accueilli 3 conférenciers, mais il y a aussi demain la journée des associations, donc des associations extérieures qui viendront parler de ces problématiques vues par leur prisme. On aura sans doute un atelier do it yourself, on aura encore 2-3 autres choses, on plantera un arbre, on va faire 2-3 événements qui vont laisser leurs traces. Moi, je remercie aussi Julien, dans le cadre de la semaine Urgence Climat, d'avoir fait le déplacement. Et puis, petite information aussi, à 17h30, nous accueillons, et nous avons l'honneur d'accueillir, Madame Léonore Monconduit, qui est maire de Poitiers, qui viendra avec un ou une représentante de Grand Poitiers chargée de la mobilité, sans doute avec un adjoint chargé de la mobilité à la municipalité, et qui, à son initiative, a voulu organiser une rencontre avec les étudiants pour parler de pas mal de choses, d'ailleurs des problématiques d'étudiants, de jeunes, mais aussi évidemment des problématiques du monde aérien, ou de la perception de ces défis quand ils se déclinent au local. Et je compte sur vous pour être présent dans l'animation du débat, enfin être présent pour échanger avec elle, qui nous fait l'honneur d'être présente malgré son emploi du temps hyper chargé, bien évidemment, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, à 17h30, si vous voulez vous joindre dans le même amphi à cet événement original, vous serez les bienvenus, bien sûr. Je vous y encourage. Donc, je passe la main à Titouan qui va vous présenter en détail qui est Julien Marcinkowski. Bonjour tout le monde. Donc, Julien Marcinkowski, c'est un ingénieur super-héros, promo 2017, il me semble, et un ingénieur pétrole et moteur de l'ENCPM. Donc, il a travaillé pendant 8 ans dans l'industrie. Et maintenant, il fait tout un travail de vulgarisation. Donc, je le remercie d'être là aujourd'hui pour nous présenter cette conférence. Et je lui laisse la main. Merci. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis très content d'être là avec vous aujourd'hui. Donc, comme Titouan le disait, moi, j'ai fait... Donc 8 ans dans recherche et développement dans les transports. Et en fait, depuis 2009, je fais de la vulgarisation scientifique sur les enjeux énergie-climat et aussi sur les sciences sociales. En fait, moi, je marie la science du climat, qui est résumée par le rapport du GIEC, par exemple, d'un côté, et la science du bonheur aussi, et d'autres sources, de la psychologie sociale et cognitive, de l'autre côté, qui sont vulgarisées, par exemple, par le World Happiness Report, qui est aussi coproduit par l'ONU, comme le rapport du GIEC l'est. Et en fait, mon objectif, c'est de marier les deux pour montrer que en fait, les deux ensemble dessinent le contour d'un monde qui est à la fois durable et plus agréable à vivre. Ça, ce sera les bonnes nouvelles. On va commencer un peu par des mauvaises nouvelles. C'est quoi le plus grand défi de tous les temps? C'est le titre de la conférence et de cette semaine. Alors, à votre avis? J'entends biodiversité, j'entends un chuchotement de réchauffement climatique. Allez, dites-vous, si vous êtes impressionné de répondre, qu'est-ce que c'est moi qui suis devant vous? Yes, le réchauffement climatique, ouais. Je vais passer très vite dessus parce que l'objectif, c'est pas justement d'en parler beaucoup. Mais comme vous le savez peut-être, on a déjà réchauffé notre planète de 1,26 degrés. Là, voilà, en 2020, ça c'est le dernier rapport du GIEC qui est sorti le 9 août, qui nous dit ça. Le graphe est extrait de ce rapport. Et on a des conséquences en fait pour nous déjà en France. Hein. Ça, c'est juste pour balayer l'idée. Alors, juste une petite aparté. Tous les gens qui fument savent que c'est mauvais pour eux. Pourtant, ils fument. Alors que s'ils arrêtaient, en plus, ils auraient des bénéfices quand même assez court terme pour leur propre santé, à savoir retrouver du souffle, retrouver du goût, de l'odorat en quelques semaines, et puis gagner des années de vie à la fin quand même. Pourtant, les gens continuent à fumer alors que c'est un seul comportement à changer pour eux-mêmes et elles-mêmes. Pour l'environnement, il y a quand même plus qu'un comportement à changer. Et souvent, il y a des croyances en fait, qui nous disent que ça ne marche que si tout le monde s'y met, ce qui n'est pas d'ailleurs complètement faux, et que les bénéfices, on les a dans longtemps en fait.
et que nous, finalement, en France, on n'est pas trop concernés. Cette slide, elle balaye un peu cette idée-là, qu'on est quand même aussi concerné. Toute personne qui a plus de 30 ans à vivre et qui vit ici en France est concernée aussi au premier plan du réchauffement climatique. Par exemple, cet été, vous n'avez pas dû manger beaucoup de cerises ou d'abricots. Du fait du réchauffement climatique, d'année en année, tous nos fruits bourgeonnent beaucoup plus tôt. Et il y a traditionnellement une vague de gel qui arrive avril, mai avec les saintes glaces et qui fait que ça tue les bourgeons. Et donc, on a perdu entre 60 et 70% de la récolte de cerises et d'abricots. 30% sur les pêches. La vigne, je sais que ça a été assez catastrophique. Et comme c'était très, très, très disparate, je n'ai pas réussi à trouver de chiffres. Mais donc, on est quand même concerné au premier plan. Alors ça peut sembler paradoxal, d'ailleurs, au premier abord, de se dire, mais il fait plus chaud et pourtant, il y a encore des vagues de gel. Bon, juste une petite chose, c'est que souvent, en France, on a dans l'idée que le réchauffement, c'est cool, il va faire plus chaud. Et en fait, c'est à la fois, comme vous voyez, la moyenne de température là, qui monte, et l'écart à la moyenne aussi, l'écart type, ça fait que ça s'étale. Là, c'est la probabilité qu'il fasse une certaine température, et ça, c'est la température en question. Au milieu, c'est le printemps et l'automne, on y passe 2 fois, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Ici, par là, c'est plutôt les hivers. Là, c'est les hivers extrêmement froids. Là, c'est les étés, et là, c'est les étés extrêmement chauds. Et on voit que ça se décale, mais de telle sorte que ça ne change pas forcément beaucoup chez nous, les extrêmes froids, en fait. Ils restent à peu près aussi fréquents et aussi froids. Par contre, c'est beaucoup plus variable, et ça, les plantes, elles n'aiment pas, et on n'a pas de plantes dans le monde qui sont adaptées à des climats qui sont à la fois aussi chauds et aussi variables. C'est ça le souci. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que concrètement, on peut craindre pour notre sécurité alimentaire si on ne stoppait pas le réchauffement climatique rapidement. Bon, et je passe d'autres choses, pas très loin d'ici. 2 mois de pluie en 2 heures à Agen, c'est aussi une conséquence de la variabilité. Alors, un événement comme ça ne veut rien dire. Il faut regarder justement, il faudrait tracer cette courbe-là, plus pour voir ça, mais c'est des exemples proches de nous en tout cas. Des incendies, etc. On aurait un climat plus chaud et plus variable, peut-être une difficulté de nous nourrir, même très certainement, et 95% des étés plus chauds que la canicule de 2003, avec des pics au-delà de 50, si on continuait dans le business as usual, ce qui nous conduirait vers 4 degrés d'ici 2100 à l'échelle planétaire. Bon, c'est des mauvaises nouvelles tout ça. Ça, c'est encore plus mauvaise nouvelle, c'est que ça concerne aussi le monde encore plus. Si c'est un problème pour nous, c'est un problème encore plus pour les autres pays. Là, vous avez le nombre de jours par an qui sont supérieurs au seuil qui est mortel pour l'être humain. Pourquoi c'est mortel ? Parce que nous, êtres humains, on régule notre température à 37, comme vous le savez. 42 degrés, on est mort de fièvre. Et donc, pour réguler ça, on transpire. Et ce qui nous refroidit, c'est la chaleur latente, en fait, quand ça s'évapore. Ce n'est pas le fait de transpirer, c'est le fait que ça s'évapore. Pour que ça s'évapore, il ne faut pas qu'il y ait déjà 100% d'humidité dans l'air. Et du coup, vous l'avez peut-être déjà tous et toutes vécu. C'était d'ailleurs le cas sur la région parisienne. Du coup, moi, je n'étais pas sur Poitiers à ce moment-là, mais cet été, il y a eu des journées fin d'été, début automne, même en automne, où il ne faisait pas si chaud que ça, mais il avait beaucoup plu, temps très orageux, temps très humide, et il fait lourd. Et c'est là qu'on ne se sent pas très bien. Bref, donc on nous dit que, l'ONU nous dit 280 millions, entre 250 et 280 millions de réfugiés climatiques d'ici 2050. Ça, finalement, le réchauffement va quand même continuer jusque-là. Et si on continuait avec 4 degrés, ça se compterait en milliards probablement de réfugiés ou de morts, en fait. Disons les choses clairement. Donc, bref. Alors, je vais passer peut-être un peu vite. On va parler plus de climat. Ouais. Un changement de 3,5 degrés, c'est la différence entre une ère glaciaire qu'on a vue avant et aujourd'hui. Les études nous disent que c'est autour de 4,5 degrés de moins qu'ils faisaient pendant une ère glaciaire. Dernier rapport du GIEC, les estimations vont entre moins 3,5 et moins 8 degrés. Bon, ça donne des ordres de grandeur. Ce n'est pas finalement une si grande température que ça de différence. Nous, on en est là, on a déjà fait ça. Et si on continuait sur notre lancée, à l'échelle, là c'est moins 20 000 ans, là, c'est des tranches de 4 000 ans quand même, ça représenterait vraiment ça. Sachant que ça, c'est déjà une claque pour le vivant qui a notamment concouru à l'extinction d'une grande partie de la mégafaune, les mammouths étant les plus emblématiques. Ce n'est pas la seule cause, mais ça a joué beaucoup sur leur extinction. Bref, je vais passer ça pour aller sur notre sujet. Donc, il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre. En tant qu'ingénieur, vous savez, c'est la quantité de CO2 qui va compter, donc ça va être l'intégrale de l'air, c'est l'air sous la courbe, l'intégrale de ces courbes-là. Plus on s'y prend tard, plus il faut réduire vite. Donc, il y a un moment où c'est plus possible, quand on a émis tout le budget.
Ça, ces courbes-là, c'est pour respecter le 1,5 degré. Donc voilà, ce serait intéressant qu'on se bouge. Depuis les années 90, qu'on dit qu'il faut réduire les émissions, et là, elles ont monté jusqu'à 40 milliards de tonnes de CO2, en parlant que de ce gaz-là. Donc il devient vraiment de plus en plus urgent d'agir. Je vais passer. Alors, est-ce que la technologie peut nous sauver? Je vais juste dire un mot là-dessus, et après, vous parlez enfin de psychologie. Ça justifiera d'ailleurs de l'intérêt de le faire. Donc ça, c'est la quantité d'énergie que l'humanité consomme, 14 milliards de tonnes équivalent pétrole. C'est un peu plus utilisé que les hexajoules comme unité. Et en fait, ce qu'on voit déjà, c'est que 95% de ce qu'on utilise, c'est des choses qui brûlent. C'est du charbon, du pétrole, du gaz, du nucléaire, du combustible nucléaire. Ce n'est pas une réaction chimique de combustion, mais ça dégage de la chaleur, la fusion. Et la fission, pardon. On n'y est pas encore, la fusion. Et derrière, c'est tout le bois, là, les modernes, tout ce qui est bois et gaz, de la biomasse, en fait. Et donc tout ça ensemble, ça fait 95% de ce qu'on utilise. Et ça, c'est juste parce que c'est incommensurablement plus pratique, on va le voir après. Pendant des millénaires, l'humanité, elle a utilisé d'autres sources d'énergie, qui étaient justement le soleil, le vent. Le bois, en fait, elle savait que l'utiliser pour se chauffer. La révolution industrielle, ça a été justement de l'utiliser pour faire du mouvement, dans une machine à vapeur notamment. Et ensuite, les moteurs à piston, les turboréacteurs, etc. Ça a été la grande révolution. Mais en tout cas, pendant longtemps, on utilisait finalement que celle-là. On utilisait, si on devait se sécher, on se séchait au soleil. Dans l'Égypte antique, on pouvait utiliser des moulins, des norias pour irriguer les champs, la puissance hydraulique, et des moulins à vent pendant le Moyen-Âge, etc. Et vraiment, ça a été la révolution qu'on les utilise autant, c'est parce que c'est juste incommensurablement plus pratique, on va le voir après. L'Agence internationale de l'énergie, elle nous dit ça, sachant qu'elle elle met énormément de technologie derrière. Là, c'est beaucoup, ça. C'est les 3 énergies fossiles. D'en garder autant en 2050, c'est vraiment beaucoup. Elle met énormément de technologies de capture, de séquestration de CO2, sur lequel on n'a pas pour l'instant le recul, puisqu'on ne l'a jamais fait. Donc c'est un scénario qui est déjà extrêmement ambitieux technologiquement parlant. Le solaire, il fait x40 en 30 ans, la production solaire mondiale. Le vent, c'est à peu près pareil. Donc, vous voyez, c'est les 2 traits, là, orange, etc. Même comme ça, on doit faire avec moins d'énergie. Nous, on aimerait consommer ça, l'humanité. Donc ça fait 40% par rapport à une tendance. Et si on regarde juste par rapport à 2020, combien on avait? Donc là, on a un petit moins 10%. Ce qui va être intéressant, ça c'est à l'échelle mondiale. On sait déjà avec les prévisions qu'on devrait être plus nombreux et nombreuses. Et donc, si on regarde par personne, qu'est-ce qui nous reste? À l'échelle du monde, par rapport à 2020, il faut faire avec 1/3 de moins. Et en France, si on équirépartit la consommation de ressources, si on se dit chaque être humain sur Terre a le droit à la même quantité, puisqu'au final, tout le monde aspire à rattraper celle ou celui qui consomme le plus. Donc, si on aligne tout le monde sur le même niveau, si on retasse un petit peu, on met de la justice sociale, il faut qu'on fasse avec 4 fois moins d'énergie en France. Ce qui veut dire, in fine, qu'il y a besoin de changer nos comportements. Parce que l'énergie, c'est la mesure du changement. C'est tout ce qu'on fait, les déplacements, se chauffer, avoir plus de mètres carrés, c'est de l'énergie derrière. Donc voilà, la technologie ne se fera pas être très loin. Au point le plus ensoleillé sur Terre, on a 300 watts par mètre carré de soleil, en moyenne. Et ça veut dire qu'il faut 10 mètres carrés pour sortir une puissance de 3000 watts, avec un rendement de 100%. Aujourd'hui, les rendements des panneaux solaires, c'est plutôt 50%. Donc ça veut dire qu'il vous faut 50 mètres carrés de panneaux solaires pour sortir 3000 watts de puissance en moyenne, lissée sur l'année. Ça, à l'échelle, c'est un moteur de scooter qui tient entre mes 2 mains, qui fait la taille de ma tête, de votre tête, arrive à fournir ça et à la demande. C'est juste ça, les ordres de grandeur, en fait. C'est avec ça, on n'a pas eu de révolution industrielle sur le solaire, sur le vent, sur les renouvelables, juste parce que c'est incommensurablement moins pratique. Ça, c'est les lois de la physique qui nous le disent. Le jour où on est à 100% de rendement, il y a une limite théorique même avant, mais il nous faut encore 10 mètres carrés de panneaux solaires, de capter le soleil, en tout cas sur 10 mètres carrés, peu importe comment, pour faire la même puissance que quelque chose qui tient entre mes 2 mains et qui fait à la demande. Bon, donc, la transition, ça va aussi consister, et peut-être même avant tout, à changer nos comportements. C'est là qu'on va commencer à parler de psychologie, puisque la science qui étudie le comportement, c'est la psychologie. Alors,
La démarche Négawatt, c'est des ingénieurs qui sont à la base de cette démarche-là, en fait, nous disent que c'est intéressant de commencer d'abord par changer nos comportements, ensuite de faire les choses de manière la plus efficace possible, donc ça c'est de la technologie, et pour l'énergie qu'on fournit, si possible du renouvelable, au moins du bas carbone. Aujourd'hui, on fait exactement l'inverse. Aujourd'hui, on part sur mettre des éoliennes, sur faire croître la part de renouvelables, on part sur mettre de la voiture électrique, et on ne questionne pas du tout le besoin de mobilité qu'on a. Si on mettait toutes les voitures françaises à l'électrique, on diviserait les émissions des voitures, je parle que des voitures, d'un facteur 3-4 par là. Mais si tous les jours, la région la plus embouteillée de France, c'est l'Île-de-France, d'Europe, pardon, même d'Europe, on a 200 km de bouchons cumulés en Île-de-France tous les matins. Si on a à chaque fois, et même en France en moyenne, une personne par voiture, le plus souvent dans les trajets en ville, sur les trajets, les domiciles-travail, c'est en moyenne 1,2 personnes par voiture. Donc si on déplace 1,5 tonne de métal, de plein de matériaux pour 70 kg de personnes à l'intérieur en moyenne, des gens seuls, dans des bouchons, pour faire un boulot qui, in fine, on va le voir, n'est peut-être pas si utile que ça, on n'a pas gagné grand-chose en fait. C'est là l'enjeu. Et surtout, si on challenge ça en premier, et juste d'un point de vue logique, en fait, c'est cette démarche-là qui va faire qu'on minimise les émissions de gaz à effet de serre et qu'on maximise les chances qu'on a de rester sous un réchauffement donné, peu importe d'ailleurs la température. Mais c'est si on questionne d'abord pourquoi on fait les choses, est-ce que c'est vraiment nécessaire, avant de se dire on va les faire de la manière la plus efficace possible avec de la technologie et ensuite on mettra du renouvelable. Bon, je vais passer ça. L'autre intérêt, encore une chose qui justifie de l'intérêt de se pencher sur notre comportement, c'est que jusqu'à présent, la technologie n'a jamais permis de réduire durablement, efficacement, et à l'échelle mondiale, on voit les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'énergie. Pourtant, on fait des choses qui sont beaucoup plus efficaces. Si je regarde les avions, par exemple, le CO2 par passager kilomètre, il a été divisé par 20 depuis les années 50. Sauf que les passagers kilomètres ont été multipliés sur la même période par 320. Du coup, petit calcul, 320 divisé par 20, ça nous fait que le CO2 il a été multiplié par 16, les émissions année après année, le CO2 par an, il a été multiplié par 16 depuis 1950. Et vous prenez à peu près n'importe quel domaine, ici, là c'est le bâtiment, avec l'Allemagne qui a fait une rénovation massive. En Allemagne, les rénovations énergétiques des bâtiments n'ont pas fait baisser la consommation. Les gens, par exemple, raisonnent à budget fixé. Vous leur faites un logement qui est plus économe en énergie. Qu'est-ce qu'ils font? Ils montent le thermostat. Ils ouvrent les fenêtres, ils changent leur comportement. Et on constate systématiquement que là où on devrait avoir un gain, je ne sais pas si on met des ampoules basse consommation, imaginons qu'on divise la consommation électrique de l'éclairage d'un facteur 5, on s'aperçoit, alors si les gens ne le savaient pas, et vraiment ils ne pouvaient pas voir la différence, on aurait la division par 5. Sauf que dès que les gens le savent, eh bien, ils laissent allumer plus longtemps. On n'a jamais le plein potentiel de la technologie parce que les gens adaptent toujours leur comportement derrière. Ça s'appelle l'effet rebond. Je vous laisserai la présentation, il y a des slides que j'ai zappés et il y a des vidéos hyper intéressantes dessus que vous pourrez regarder. Alors, la bonne nouvelle aussi dans le comportement, c'est qu'on a un gisement énorme. Nous, pour vivre, on a besoin de 2350 kilocalories par jour, ce qui fait une puissance. Vous avez une énergie sur un temps, ça fait une puissance, à peu près 115 watts. Chacun d'entre nous, chacune, on est un petit radiateur de 100 watts. C'est ça qui fait que dans une salle de cours, très vite, on a chaud. 10 personnes, un radiateur allumé à fond, un petit radiateur électrique allumé à fond. Pour tout le reste, on utilise en moyenne 2 tonnes équivalent pétrole par an, ce qui fait ça, le chiffre n'est pas à retenir. Ce qui est intéressant, c'est qu'un être humain en moyenne sur Terre consomme 23 fois plus d'énergie que ce qui est nécessaire à sa survie. Et nous, en France, cette moyenne-là, si on inclut le fait qu'une bonne partie de notre énergie n'est pas consommée chez nous, par tous les produits qui sont importés, et on déduit l'énergie des produits qu'on importe, on a un facteur en gros 70. On consomme 70 fois plus d'énergie que nécessaire pour notre survie, et probablement pour notre bonheur, je vais y venir. Est-ce qu'on a besoin de Black Friday? Tiens, ça arrive en ce moment. Est-ce qu'on a besoin de tout ça? C'est des choses dont on va pouvoir parler dans cette présentation. Ça, je vais zapper. On a une croyance très forte que consommer, c'est ce qui nous rend heureux.
Cette étude-là qui montre aux États-Unis, depuis les années 70, en gros, les gens, on leur demande à quel point c'est très important, voire essentiel, de très bien gagner sa vie. On s'aperçoit que le pourcentage de gens qui disent que c'est très important ou essentiel a augmenté, et que le pourcentage de gens qui disaient qu'avoir développé du sens dans la vie, avoir un but dans la vie, ça a plutôt diminué. Et c'est normal que la somme ne fasse pas 100%, parce qu'on peut trouver que les deux sont importants. Les gens, on leur pose des questions à quel point c'est important. C'est même le slogan de Coca, consommer, et Coca ouvre du bonheur. Et on a vraiment cette croyance-là, il y a beaucoup d'études, j'aurais pu les mettre d'ailleurs dans les slides, qui montrent que vous demandez à quelqu'un qui gagne le SMIC ou qui gagne des millions, quelle serait la somme si cette personne ne changeait rien, ou elle serait vraiment pleinement heureuse. Et les gens vous répondent invariablement à peu près toujours la même chose, 2 fois ce que je gagne aujourd'hui. On aspire à consommer plus, je pense que personne dans cette salle, moi compris, cracherait sur le fait de gagner au loto, de gagner plus. Et on a vraiment cette croyance-là, on va voir d'où elle vient, que la société de consommation, consommer, c'est ça qui nous rend heureux et c'est ça nous pousse à consommer toujours plus. Alors toujours plus, ça c'est en France, on va regarder depuis 1973. On a fait par exemple le nombre de kilomètres par personne et par an, là c'est une erreur sur le slide, le nombre de kilomètres par personne et par an a été multiplié par 1,7 depuis 1973 et l'avion n'est pas compris dans ce graphe, c'est tous les autres modes de transport. Donc on se déplace beaucoup plus. Ça, c'est le nombre de mètres carrés par personne. Pareil, multiplié par 1,75. Vous prenez à peu près n'importe quel indicateur, le taux d'équipement, d'électroménager, de voitures, par personne. Vous allez voir que tout augmente en gros d'un facteur qui va être à peu près autour de 2, un petit peu en dessous, des fois un petit peu au-dessus. Votre smartphone, c'est 10 000 fois la puissance de calcul de toute l'électronique embarquée dans la fusée Saturn V qui a mis l'homme sur la Lune, par exemple. Dans les années 70, l'informatique était balbutiante, le net n'existait pas. On n'avait que quelques chaînes à la télé. Alors, on consomme vachement plus, on doit être vachement plus heureux de tout ça. Sinon, à quoi ça sert? Alors, à votre avis, on est plus heureux, plus malheureux? On va voir ça. Voici en France, le bonheur est mesuré en Europe, dans tous les pays européens, depuis 1973, donc je n'ai pas les données avant. Et on peut regarder aussi la richesse par personne qui va refléter un peu tous ces indicateurs-là. En gros, on est 2 fois plus riche, on consomme 2 fois plus par personne en France, et le bonheur, il a fait ça. Il y a un changement, là il y a 2 courbes différentes, là c'est l'Eurobaromètre, et ça c'est le World Happiness Report, la synthèse de la science du bonheur justement, qui lui commence en 2006. Les données commencent en 2006, on est à peu près sur les mêmes ordres de grandeur. Donc ça ne change pas beaucoup. Si on regarde à des échelles même plus larges, ça c'est carrément l'Europe des 15, on voit c'est vraiment, ça n'a pas bougé. Ce qui est intéressant de voir sur la France, c'est qu'il n'y a pas de corrélation. Quand on a des phases où ça accélère plutôt, on avait une forte croissance du PIB par personne, là, c'est vraiment par personne, hein. Et là on a plutôt le bonheur qui décroît par exemple. On sait, il y a tout un corpus d'études très abondantes qui disent que le PIB n'est pas un bon indicateur pour du bonheur et qu'il n'y a plus de corrélation entre le bonheur et l'argent que vous gagnez à partir d'un certain stade et à quel point vous consommez. Et on a dépassé visiblement ces stades, que ce soit en France, en Europe. Alors dans le monde, c'est assez même marrant, enfin, c'est peut-être même tragique, c'est que tout le monde consomme de plus en plus et on voit que le bien-être subjectif a plutôt tendance à baisser. Juste un mot sur le bien-être subjectif, il y a plusieurs façons de le mesurer. Une des 2 façons qu'on a de le mesurer, c'est de demander aux gens sur une échelle de 0 à 10, 0 étant la pire vie que vous pourriez imaginer pour vous, 10 la meilleure, à combien estimez-vous votre vie? Et on voit que ce que les gens répondent, c'est très fortement corrélé à la réponse à 6 autres questions qu'on leur pose dans le sondage, justement, qui permet d'évaluer ça, et pas aux autres, en fait, et que c'est très bien corrélé, indépendamment des pays, de la culture et du temps aussi. Et que ce bonheur-là, il est très fortement variable d'un pays à l'autre ou dans le temps, et que nous, chez nous, non, parce qu'en tout cas, il est plus dépendant, le facteur argent n'est plus pertinent pour nous. Bon. Alors pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Pourquoi est-ce qu'on consomme toujours plus? Qu'est-ce qui nous pousse à consommer toujours plus? Si, au final, c'est pas bon pour la planète, ça compromet nos chances de survie quand même, c'est notre sécurité alimentaire qui est en jeu. Est-ce qu'on est juste débile, là, comme l'image du dîner de con que je vous ai mis? À votre avis, pourquoi est-ce qu'on le fait? Je veux bien qu'il y ait des réponses à voix haute, prenez la parole, n'hésitez pas. 2, 3 interactions, ouais?
Ouais. Ok, donc toi, tu penses que c'est la croissance qui fait le bonheur, effectivement. Ok, c'est une réponse. Je vais prendre 2-3 autres réponses. D'autres réponses, juste même un mot. Qu'est-ce qu'il faut pour... Enfin, qu'est-ce qui fait qu'on fait ça, pardon, plutôt? Qu'est-ce qui fait qu'on consomme toujours plus? Ouais. Ok, un plaisir, peut-être un bonheur instantané, ouais. D'autres réponses, d'autres idées? Ah, j'en prends une troisième. Oui. La publicité, toi, c'est ta réponse. Nous avons un gagnant. Effectivement, alors la pub, je vous montre une petite vidéo. Tchac. Alors. Règne animal. Il s'agit de 2 singes capucins qui s'apprêtent à accomplir la même tâche, rendre un caillou à la scientifique. Pour le récompenser de son dur labeur, le singe de gauche reçoit un morceau de concombre qu'il avale avec satisfaction. Mais comment pensez-vous qu'il va réagir lorsqu'il verra que pour la même tâche, le singe de droite reçoit un grain de raisin, une récompense bien plus appétissante? Il voit le grain de raisin, rend de nouveau le caillou et en échange encore du concombre. Vous trouvez ça juste? Lui non plus. N'oubliez pas qu'il y a quelques instants, le morceau de concombre lui convenait très bien. Mais depuis qu'une récompense plus alléchante lui est passée sous le nez, le concombre a un goût amer. La 3e fois, la frustration le pousse même à frapper sa cage avec le caillou. Vous devinez ce qui va se passer? Décryptons cette expérience injuste en compagnie du docteur Franz de Waal. Donc c'est le primatologue là, Franz de Waal qui a fait cette expérience-là. Dans cette expérience, les singes rendent en moyenne le caillou, le groupe contrôle avant, 25 fois contre du concombre quand il n'y a pas d'inégalité. Au bout de 25 fois, ça va, ils ont bien mangé les singes. Et ça commence à les lasser. Mais dès la première fois, même si c'est dès la première fois qu'il le fait, qu'il voit que quelqu'un a autre chose, alors que le concombre lui convenait très bien, eh ben, ça les rend insatisfaits. En tout cas, visiblement, ça a l'air de l'énerver quand même. Hein. On voit... c'est peut-être de l'anthropomorphisme. Enfin, il y a une différence de comportement qu'on peut noter. Après, à chacun d'interpréter comme il ou elle veut. Et donc, le truc, c'est qu'en fait, on est en permanence exposé à des gens qui ont plus que nous. Juste, on sait que chez l'être humain, ça marche aussi. Il y a aussi tout un corpus d'études. Je vous mets une que je trouve assez significative. Si vous vivez dans un entourage qui gagne 10% de plus que vous, ça augmente de 4,5% vos risques de suicide. C'est un peu lié à l'insatisfaction, quand même. Donc, on sait que en fait, les gens peuvent être très heureux. Le World Happiness Report nous dit que les sociétés les plus heureuses sont aussi les plus égalitaires, et que plus les inégalités augmentent, plus ça génère de l'insatisfaction chez celles et ceux qui ne bénéficient pas de ce que les gens tout au-dessus ont. Alors qu'avant, ça pouvait parfaitement leur aller. Bon, le problème, c'est que alors la publicité, ça marche. Une autre expérience célèbre, ça s'appelle l'effet Pepsi, cette chose-là. Si on fait goûter du Pepsi et du Coca à l'aveugle aux Américains, en moyenne, 75% des gens préfèrent la boisson qui va se trouver être du Pepsi. Je suis sûr que dans la salle, il y en a plein qui disent « Oh non, c'est pas possible ». Bon, si, il se trouve que si. Et par contre, quand on sait la marque, quand on croit qu'on sait la marque, qu'on a reconnue, si on pense que c'est du Coca, eh bien, tout de suite, on aime subitement plus. Et alors là, donc, il y a des neuroscientifiques qui se sont dit « Mais qu'est-ce qui se passe dans le cerveau ?» pour que ça explique cette réponse-là. Donc, ils ont mis des gens dans un scanner IRM, avec un petit tuyau, là, et ils leur faisaient boire du Coca, du Pepsi, et regarder ce qui se passait, selon qu'ils le savaient ou non, ce qu'ils buvaient. Et on voit que le Pepsi, ça active plus la zone des plaisirs du cerveau, tout ce qui est circuit de la récompense et compagnie. Et que dès qu'on sait la marque, par exemple, cette zone-là, elle est quand même plus activée par Pepsi que par Coca, mais en gros, elle est mise en sourdine.
comme si votre cerveau vous disait, en fait, pour dire quelle boisson je préfère, c'est pas vraiment le plaisir qui compte, c'est autre chose. Et cette autre chose, c'est la zone de la mémoire et des jugements de valeur qui s'allume dans le cerveau, qui était complètement inactivée et qui se trouve dans le néocortex. Et donc, une phrase, cette étude, elle a été vulgarisée notamment dans un livre que je vous recommande vivement, Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, qui décortique plein de mécanismes utilisés par la publicité, et qui nous dit d'ailleurs que les 70 ans, maintenant on a plus de 75 ans de recherche en psychologie sociale et cognitive, et les premiers lecteurs et lectrices des résultats, ce sont les entreprises. Ce sont les services marketing, communication, qui font la publicité, qui démarchent, qui mettent en place toutes les campagnes marketing, qui utilisent tous ces résultats-là, et ça marche. Le fait est, c'est que ça marche. On consomme 2 fois plus par rapport aux années 70, par exemple. Donc voilà, et donc eux, ils disent dans ce livre, c'est bien le marketing qui conduit à préférer le coca et non le plaisir éprouvé en le buvant. Petite expérience. Ah, petite expérience, pour voir la pub à quel point c'est efficace. Est-ce que vous achèteriez un caillou, un galet ramassé sur la plage? Probablement pas. Mais est-ce qu'on peut rendre ce caillou très désirable? Je vous laisse admirer. Petite expérience. Essayons de promouvoir ce caillou en un seul plan. Gull, là on s'ennuie. Alors, rajoutons une musique plus dynamique. Ouais, mais j'ai toujours du mal à vouloir l'acheter, ton caillou. Eh bien, faisons une petite variation dans les plans. Ah ouais, c'est un petit peu mieux. Et maintenant, une variation des décors et des images. Je suis caillou. Je suis le témoin de tous les âges. Je résiste aux tempêtes, à la corruption du temps. Je suis immortel. Je suis caillou. Je suis faite de la même matière que les astres. Alors, qui m'en prend un? Ah, on rigole, mais je suis sûr que ça a créé une petite envie. Hein. Sur une vidéo d'1 heure dont est extraite, je vous recommande cette vidéo, elle est juste géniale. La vidéo plus générale dans laquelle est inclus cette pseudo-pub. 10% des commentaires parlent du caillou. Et vraiment, le vidéaste, c'est certain, il y en a qui font ça. Il sort un t-shirt « Je suis caillou », c'est sûr que ça cartonne. Vous rigolez, les gens, serait-il... on peut créer du désir jusqu'à faire acheter des cailloux aux gens? Non, quand même pas. Le pet rock, c'est l'idée, c'est dans le top 10 des idées les plus débiles qu'ont rendu la personne qui a pensé multimillionnaire. Le gars ramasse des cailloux sur la plage, il les conditionne dedans avec, pareil, il y a tout un packaging. Et c'est vrai que ça fait rire les gens, c'est le pet rock, quand vous l'avez, il est déjà sevré. Il sait exécuter des ordres, comme assis ou fait le mort. Il mange pas du tout. Il est très économe, justement, ils disent, voilà, il est propre, etc. Bon, bref. Et donc, ça s'est vendu quand c'est sorti comme des petits pains, je pense encore aujourd'hui. Et voilà, donc on peut créer du désir pour à peu près tout et n'importe quoi. On le sait aujourd'hui, on sait très très bien le faire, et on le fait peut-être un peu trop. Ça va être ça aussi qui va être l'occasion de challenger. Quiz, on va le faire à l'oral pour gagner du temps, comme je suis un petit peu en retard. Réfléchissez dans vos têtes, on va le faire à main levée. À votre avis, à combien de publicités on est exposé par jour? Je vais faire en ordre de grandeur, de quelques unités à quelques dizaines de milliers. Donc quelques-unes par jour, quelques dizaines, quelques centaines, quelques milliers ou quelques dizaines de milliers. Levez la main quand c'est là où vous croyez que vous êtes. Enfin, vous répondriez ça. Qui pense qu'on est exposé qu'à quelques pubs par jour? Levez la main. Ok, personne. Quelques dizaines? 3, 4, 5, 6, ouais, une dizaine de personnes. Quelques centaines? Ok. Difficile d'évaluer, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de monde. Quelques milliers? Un peu moins nombreux et nombreuses. Quelques dizaines de milliers? Une personne? Alors, selon les estimations, qui déplorent d'ailleurs qu'il n'y ait pas d'études académiques qui soient faites dessus,
Les estimations vont entre 500 et 2000. Donc voilà, quelques centaines à quelques milliers. Tout de suite, si on met les logos, si on inclut les logos, on compte ça comme des publicités, on est tout de suite à plusieurs dizaines de milliers par jour. Donc c'est pas déconnant de répondre ça non plus. Ça va dépendre de votre définition de la pub. J'ai un module de 30 heures sur tout ça, où on décortique tout ça, on fait plein d'exercices, et un devoir que je donne toujours à mes étudiants et étudiantes, c'est de les compter, en faisant des règles de 3. 5 minutes, ils les comptent pendant 5 minutes où ils marchent dans la rue, puis ils font une règle de 3 sur le temps qu'ils ont marché dans la rue, 5 minutes de réseaux sociaux, 5 minutes de télé, 5 minutes de ce qu'ils font dans une journée. Ils font des règles de 3, et ils hallucinent, et ils arrivent systématiquement entre quelques centaines et quelques milliers. Moi, rien que pour venir, j'en serai déjà ce soir au moins à 390, parce que je vais me les remanger de retour, les pubs que j'ai pris à l'aller. Je suis venu en TGV depuis Paris, et je suis allé à vélo jusqu'à la gare à Paris, et à pied jusqu'ici. Et j'ai pas compté du tout ce que j'ai sur mon ordinateur. Mettez un bloqueur de pubs. Le mien bloque 250 pubs par jour. Et malgré ça, j'ai l'impression d'en avoir au moins autant. Donc, un petit message, les pubs sont extrêmement efficaces pour nous créer du désir, pour créer de la frustration, mais on va en reparler, chez nous, et pour nous faire consommer toujours plus, alors que peut-être qu'on serait pas plus mal sans ça. Voilà, plusieurs centaines, milliers de fois par jour, on voit quoi? On voit des gens qui ont des choses que nous n'avons pas et qui ont l'air extrêmement heureux. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette pub pour une voiture, la personne dedans, elle limite à avoir un orgasme de conduire la voiture de son collègue de réunion, dont elle a piqué les clés là, pendant qu'il était en réunion. C'est ça qu'on voit en fait. Et ça, c'est extrêmement efficace pour nos cerveaux d'Homo sapiens. Alors pourquoi ? Parce qu'on a des biais cognitifs. Qu'est-ce qu'un biais cognitif ? Petit exemple, répondez dans vos têtes, pas à voix haute, sinon ça tue le truc. Mais bon, sur répondez dans vos têtes. Un énoncé mathématique ultra simple, vous répondez dans vos têtes, voyez ce qui se passe dans vos têtes, c'est quoi la réponse qui vient ? La question est la suivante. Il y a une raquette et une balle de tennis qui coûtent ensemble, là, les deux, ça fait 105 €. La raquette coûte 100 € de plus que la balle. Combien coûte la balle ? Et là, il y en a qui... Donc la vraie réponse, c'est... Ah, la vraie réponse, j'ai dit. Alors la réponse qui vient spontanément, effectivement, c'est 5. On peut presque pas l'empêcher. Ça vient, et puis après on réfléchit. Les gens peut-être connaissent... C'est un exercice qui est tellement fait souvent que les gens qui ont l'habitude, ils trouvent toujours la bonne réponse. La bonne réponse, c'est 2,50 €. On vérifie les deux équations. Si la balle coûte 2,50 €, ça veut dire que la raquette coûte 102,05 €. Si on fait la somme des deux, ça fait bien 105. Ouf, les maths sont sauvés, tout va bien, mais notre cerveau, non. Une heuristique, c'est quoi ? C'est un mécanisme mental intuitif et rapide. C'est des raccourcis mentaux qu'on prend, qui sont parfois totalement adaptés à la situation. C'est des probables avantages évolutifs. Et des fois, ils sont totalement inadaptés. Quand c'est inadapté, quand ça nous joue des tours, on va appeler ça des biais cognitifs. Et donc, tout l'intérêt, si on veut changer efficacement les comportements, si on veut contourner les effets rebonds qu'on a vus, si on veut vraiment que les gens changent, si on veut vraiment changer la société, il faut connaître comment les êtres humains fonctionnent. Et il faut les intégrer dans l'équation. Jusqu'à présent, on met des éoliennes, mais elles se rajoutent à tout le reste. On met des voitures électriques, mais les gens, ils ne vont pas moins rouler. D'ailleurs, il y a beaucoup d'études qui montrent que souvent, par exemple, ça a été fait je ne sais plus jamais lequel des trois, c'était un des pays nordiques, la Suède, la Norvège ou la Finlande, où dans la capitale, vraiment, ils ont dédié des voies pour les voitures électriques, en pensant que justement, les gens allaient passer du thermique à l'électrique. Et ce qui se trouve, c'est que les gens achètent une deuxième voiture, plus tôt. On a pensé longtemps que Blablacar, le covoiturage, ça allait diminuer la quantité de voitures sur la route. Il y a une étude interne à la SNCF. J'ai un ami justement qui bosse à la SNCF et qui disait que, en fait, vraiment, quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit que ça fait plutôt augmenter le trafic routier. Les gens, avant, avant, ils faisaient pas le trajet. Maintenant qu'il y a le Blablacar, ça devient même rentable. Moi, je me souviens, une fois, j'ai covoituré, j'allais dans le nord de la France, et le gars m'avait dit, on se disait tous, pourquoi, c'est quoi ton trajet, qu'est-ce que tu fais, etc. Et le gars, il disait, moi, je vais à un mariage, le gars, je le connais à peine, franchement, j'y serais pas allé, mais parce que je vous covoiture, je vais gagner de l'argent, en fait, d'y aller, en plus, le repas est payé sur place. Et c'était l'exemple typique. Donc, il y a plein de gens qui se mettent à faire des trajets qu'ils n'auraient pas fait. Il y a plein de gens qui se mettent à faire les trajets en voiture alors qu'avant, ils les faisaient en train. Et au final,
l'effet est contre-productif, plutôt. En tout cas, on a un effet rebond, encore une fois. Donc, il faut connaître tout ça. Si on veut vraiment réduire les émissions de gaz à effet de serre et garder un avenir cool, il faut intégrer l'humain dans l'équation et le connaître, y compris les ingénieurs. Sinon, ça n'a à peu près aucune chance de marcher, en tout cas jusqu'à présent, et jusqu'à preuve du contraire, ça n'a pas marché. Les biais cognitifs, on en connaît environ 180 aujourd'hui, même maintenant plutôt proche de 200. Vous avez un codex interactif, là vous pourrez cliquer sur chacun et avoir sa définition, des expériences, etc. quand vous aurez la présentation. Je vais vous parler de 2 dans le temps qui me reste, rapidement. Alors, avec une vidéo, est-ce qu'elle démarre toute seule? Oh, c'est pas la bonne souris. Ah, bah elle va démarrer, ouais. Elle devrait démarrer. Test. Où allons-nous pour faire partie du groupe? Pour répondre à cette question, nous avons organisé une expérience de caméra cachée pour voir si cette jeune femme finirait par se lever en entendant la sonnerie, simplement parce que les autres le font. Vous pensez peut-être que jamais vous ne le feriez, mais rien n'est moins sûr. Il n'aura fallu que 3 sonneries pour que cette jeune femme, sans même savoir pourquoi, aligne son comportement sur celui du groupe. Et que se passerait-il si le groupe n'était plus là? Ça y est, elle est enfin seule. Tout le monde est parti et plus personne ne la regarde, excepté nos caméras cachées. Que pensez-vous qu'elle va faire? Notre cobaye n'a même plus besoin d'être en présence d'autrui pour se conformer aux règles du groupe. Voyons ce qui se passe si nous faisons entrer un nouveau personnage en scène qui ignore la règle. Pourquoi vous l'avez-vous? Tout le monde le faisait. Je croyais qu'on était obligés. Vous pensez que le petit nouveau va suivre le mouvement? Tout de suite, il la regarde. Elle le regarde, coup de pression. De nouveaux patients arrivent sans se douter de rien. Regardez les coups de pression qu'ils mettent. Et on lit sur ses lèvres, elle a fait « OK ». Coup de pression du regard, et ça y est, elle se lève comme tout le monde. Lentement, mais sûrement. Ce qui n'était qu'une règle inventée spécialement pour cette jeune femme est devenu la norme pour tout le monde dans la salle d'attente. Quand j'ai vu tout le monde se lever, j'ai senti qu'il fallait que je fasse pareil. Sinon, je me serais sentie exclue. Une fois que j'ai commencé à les imiter, je me suis sentie bien plus à l'aise. Alors, on a des mécanismes dans le cerveau, c'est une des heuristiques. On est câblé pour imiter les autres. C'est un effet de conformisme, ça a été très étudié par H, première expérience sur le conformisme, 1951. Et je vais passer là-dessus. Notre cerveau, il nous récompense quand on agit comme les autres, justement par des shots de neurotransmetteurs qui sont agréables, la dopamine entre autres, mais vraiment pas que, de la sérotonine. Et au contraire, notre cerveau peut aller jusqu'à nous punir quand on agit différemment. Le sentiment d'exclusion, quand on met quelqu'un dans un scanner IRM, que les gens se sentent très exclus, pas intégrés justement, pas intégrés du tout à un groupe, très en marge, ça active la même zone que la douleur physique dans le cerveau. Quand on dit ça me blesse ce que tu me dis, c'est littéralement ce qui se passe dans le cerveau en fait. C'est pas un hasard si on dit ça. Et en fait, ce mécanisme-là, c'est un avantage évolutif. Ça permet de réagir vite face au danger. Imaginez, il y a quelqu'un dans le groupe qui se met à courir, quand on est encore dans la savane, là, Homo sapiens, en moins 100 000, en Afrique. S'il y en a un qui se met à courir, il vaut mieux que tout le monde l'imite sans réfléchir. Et que plus il y en a qui vont le faire, et plus qu'on suive le groupe. Au pire, on a couru pour rien. Au mieux, on a évité de se faire manger par un lion. On suppose que c'est ça qui a fait que ça a été sélectionné. Les autres ont été mangés par des lions.
Ça permet d'apprendre et de transmettre des techniques extrêmement rapidement. Un enfant, la première chose qu'il fait, il voit ses parents bricoler, il va ramasser un tournevis dans la boîte à outils, il va faire comme papa, comme maman. Et en adulte, ça marche aussi. Hein. On est câblé pour faire comme les autres. Je fais des heures juste sur cet effet-là avec des expériences qui ont été faites grâce aux réseaux sociaux, etc. On voit à quel point les gens suivent le groupe et on est vraiment câblé pour ça. La vidéo qu'on a vue, je trouve que c'est une excellente métaphore de notre société. Le fait de consommer, c'était extrêmement pertinent et consommer est associé au bonheur quand on n'a rien. Quand on est sorti de la guerre, pendant les 30 Glorieuses, c'était pertinent de consommer. Il y avait tout un pays à reconstruire et il y avait une certaine pertinence à le faire. Peut-être que la règle, là, elle est complètement inventée, mais peut-être, les gens, c'est une métaphore, les gens, ils se lèvent, il y avait une raison de se lever. Et puis le temps a passé, aujourd'hui, c'est plus nécessaire, mais on continue à le faire parce que tout le monde le fait. Et on continue à reproduire ça, à reproduire ce système-là, qui nous mène droit dans le mur climatique, en tout cas. Donc c'est intéressant de challenger ça, il y a peut-être plus de raison de le faire aujourd'hui, et c'est ça qui va être intéressant de changer. Je pourrais vous passer des tonnes de vidéos, éventuellement, on en reparlera après. Alors des usages de ça, tiens, j'avais mis ça. Aujourd'hui, les pubs, en fait, si on analyse l'histoire de la publicité, les publicités, plus on va remonter loin dans le temps, plus les publicités parlent des produits. Et c'est les produits qu'on voit, et on va vanter les produits. Et on va mettre plein de qualificatifs, éventuellement on mettra des données même objectives, comme la consommation en litres au 100, son poids, 100 km/h, pour l'époque c'était énorme. Ok, on est du coup des années plus tard, même marque, mais aujourd'hui, quand on vous vend une voiture, on vous montre les gens utiliser ça et les gens être heureux d'utiliser ces produits-là. C'est le singe dans la cage, c'est l'autre singe, etc. Et ça, c'est beaucoup plus efficace. De moins en moins, plus le temps passe et moins on parle des produits, sauf si vraiment il y a une nouveauté et que ça peut vraiment créer quelque chose, mais bon, une voiture, telle ou telle voiture, et ce qu'on veut, c'est vraiment montrer des gens en train de l'utiliser, créer des émotions, on utilise plein d'autres choses, c'est pas du tout rationnel. Si les gens étaient rationnels, déjà, ils ne fumeraient pas, tiens, je reprends mon exemple du début, et puis une voiture, ils la garderaient le plus longtemps possible. Sachez qu'au salaire, la voiture, la petite citadine française coûte à son possesseur, sa possesseuse, ça coûte 6 000 € par an, d'après les études de l'ADEME. Le salaire médian, on n'est pas loin, le salaire moyen, ça doit être le salaire moyen est autour de 25 000 € par an. Et quand on fait le calcul, on trouve qu'une personne travaille un jour par semaine et 3 heures le lendemain pour être capable de payer la voiture qui l'a conduit au travail. Et dans les 6 000 €, ce qui coûte cher, à part les pneus, l'assurance, l'essence, tout ça, c'est notamment le fait de la renouveler, en fait. C'est ça qui coûte le plus cher, que ce soit d'occasion ou neuf. En moyenne, ça va faire que ça va coûter quand même très cher, alors qu'on pourrait vraiment garder des voitures longtemps. On pourrait les concevoir, d'ailleurs. Il y a des marques qui envisagent ça, ce qu'on appelle le rétrofit, pour pouvoir juste changer le moteur. On passe d'un GMP thermique à un GMP électrique. Pourquoi est-ce qu'on met tout ça à la casse ou on l'envoie dans des pays en Afrique ou je ne sais même pas où, 1,5 tonne de textile, de verre, de plastique, de métal, alors qu'il n'y a que 350 kg de moteur éventuellement à changer pour upgrader. Tout le reste, ça peut être gardé, en fait. Bref, donc voilà, les pubs usent et abusent de ça, d'arguments, ça aussi, c'est très efficace. En gros, dès qu'on vous dit « les autres le font, faites-le », ça marche très bien, ça dope les ventes. Les étoiles, personne n'irait voir un film qui est hyper mal noté. Enfin, en tout cas, plus un film va être bien noté, plus il y a de gens qui l'ont vu, plus on va vouloir le voir aussi. En parler pour ne pas être exclu, etc. Thierry Marx, le chef étoilé, je me souviens, il passait sur France Inter, on lui demandait comment est-ce qu'on sait si un produit est bon, un produit pour cuisiner. Il a dit déjà, n'achetez jamais un produit sur lequel on vous met des gens dessus. Si on a besoin de cette technique marketing, si on a besoin de vous montrer des gens sur l'emballage de quelque chose, pour que vous le faire acheter, c'est probablement que c'est très mauvais. Et c'est souvent le cas des trucs les plus mauvais pour la santé. Vous aurez reconnu cette célèbre marque. Puis après, on met un petit truc sympa, allez, moi moche et méchant, en plus, bam, deuxième effet qui se coule. Et on en vend encore plus, sinon ça se vendrait peut-être moins. En tout cas, les parents en achèteraient moins, peut-être les enfants quand même, mais... bon, le conformisme, il y a tout un... Enfin bref, je passais, ça c'était...
sachez que si on vous fait attendre, on vous fait attendre artificiellement dans les boîtes la plupart du temps, ou dans les restaurants, c'est à peu près systématique. Vous verrez, quand le restaurant se remplit, on vous met le plus proche de l'entrée possible. Le monde appelle le monde. Les restaurants on ne peut pas voir les gens à l'intérieur de l'extérieur, eh bien, ils sont beaucoup moins pleins. En général, ils font faillite. Donc, on met les gens en terrasse si possible, sinon en vitrine, j'ai envie de dire. Et c'est extrêmement efficace. Il y a des tonnes et des tonnes d'études, justement, pareil, qui le montrent. Alors, on peut utiliser cet effet aussi pour changer le monde. Le plus efficace pour faire réduire la facture énergétique à quelqu'un, c'est de lui dire que ses voisins le font déjà. Par exemple, pour faire adhérer à des gens... Là, le gouvernement britannique a juste rajouté l'encart qui est là, sur le site, pour adhérer aux dons d'organes. Ils ont dit, chaque jour, des milliers de personnes qui voient cette page s'enregistrent. Bim, 96 000 adhésions. Juste pour... je sais pas, 15 mots en plus rajoutés, c'est un truc à rien coûter. On appelle ça un nudge d'ailleurs, quand ça coûte rien et que c'est hyper efficace. Voilà, c'est la connaissance de toute la psychologie qu'on a qui permet de faire ce genre de choses. Bon, je vais passer très vite, ça aussi. Pour vous parler du dernier effet, qu'on ait du temps pour les questions. Ça aussi, je vais passer. C'était un truc là. Je vais vous parler d'un autre effet. Je vais parler du fait qu'on est câblé pour faire comme les autres. Je vais vous parler aussi des croyances qu'on a, avec un effet qui s'appelle l'effet de prophétie autoréalisatrice. De mémoire, on est dans les années 60, où c'est Rosenthal et Jacobson qui ont trouvé cet effet-là. Et en fait, c'est plus on croit à quelque chose et plus ça se réalise. Pour cet effet, on va faire un petit exercice entre nous, où vous allez devoir répondre juste à voix haute juste après. Je vous laisse 1 minute chrono pour trouver un maximum d'œuvres. C'est individuel, hein, un maximum. Surtout, ne parlez pas entre vous pour ne pas vous influencer. La consigne est simple. Trouvez un maximum d'œuvres de fiction qui se passent dans le futur, toutes œuvres comprises. BD, jeux vidéo, films, séries, romans. Donc c'est ça la consigne, top chrono pour 1 minute. Notez sur vos téléphones. On est à 20 secondes. « 40 secondes. Et c'est la fin de la minute. Alors, dites-moi, criez-moi des noms. C'est quoi que vous avez? J'entends pas. Star Wars. Total Recall. L'armée des 12 singes. La stratégie Ender, yes. Avatar. Chronique des ombres, Dune. La Horde des Hurlevents, non? Du Contrevent, pardon. Il y en a, c'est vrai que l'acoustique est vachement marrante. Il y a des gens que j'entends hyper bien, c'est très très bizarre. Matrix, yes. Le meilleur des mondes, 2117, j'ai pas compris le titre. Bienvenue à Gattaca, ok. Bon, c'est ce qui serait intéressant. Alors c'est vrai que ce qui est intéressant, ça prend un peu de temps à faire. J'étais un peu short en temps pour vous le faire bien, mais du coup, vous devrez me croire sur parole, mais c'est intéressant de comparer avec ce que vous avez avec vos camarades. Je pense qu'on doit avoir un bon 80% de choses qui se voient, surtout des films en général sortent, des jeux vidéo souvent, selon les publics que j'ai. Les gens de vos âges, il y a beaucoup de jeux vidéo aussi qui sortent. Moi, je suis assez gamer, donc... mais c'est surtout des choses qui se voient, et ça, c'est assez intéressant. Il y a peu de livres.
Là, on n'en a pas entendu beaucoup. Il y a des choses qui sont, genre la stratégie Ender, avant tout, c'est une pentalogie, ou même il y en a 6 maintenant. Avant que ce soit un film, ça a été adapté. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans ce que vous avez dit, ce que j'ai entendu? Dune, effectivement. Blade Runner aussi, ouais. Après, il y a beaucoup, ouais, il y a des... Ce qui serait intéressant, c'est quand vous l'avez dit, c'est à quoi vous pensiez. Est-ce que vous pensiez quand vous avez dit Dune au film ou au... Ce qui est intéressant, les images, en tout cas, on voit que c'est surtout ça qui vient... Enfin, quand il y a des images qui sont faites, qui sont fournies, donc jeux vidéo, séries, dessins animés, films, c'est plus ça qui revient. Ça marque plus les esprits que des choses... En tout cas, spontanément, ça revient peut-être plus vite. On en lit plus. Enfin, on est exposé à plus. Enfin, en tout cas, probablement que vous en consommez plus. Ce qui est aussi intéressant, c'est est-ce que vous avez des... c'est quoi le point commun entre tout ce que vous avez cité? Il y a des points communs. Alors, plutôt... est-ce qu'on a des utopies dans le tas? Est-ce qu'on a un monde cool dans le futur? Non, pas trop. Hein. C'est pas terrible. L'écrasante majorité des films qu'on a qui se passent dans le futur, pour pas dire tous, enfin, c'est des dystopies. Alors, il y a des côtés, des fois, qui sont un peu utopiques. Par exemple, Avatar. D'ailleurs, ça a beaucoup été souligné. Ces grands êtres, ces navis là, qui font 2 mètres de haut, qui vivent en harmonie avec la nature, c'est un truc qui a beaucoup plu, qui a beaucoup marqué. Bon, dommage que l'humanité vienne et casse tout. Star Trek, à la base, c'est une utopie politique, par exemple. Minority Report, c'est une utopie, c'est un monde dans lequel il n'y a plus de crimes. Puis il a l'air d'aller bien à côté de ça, l'environnement, tout ça. Bon, après, c'est tout de suite comment le système est détourné. Et en gros, on n'a pas trop d'utopies, de films qui se passent dans le futur, où ça se passe bien. Et ça, c'est assez délétère, parce qu'en fait, l'effet de prophétie autoréalisatrice, c'est un effet qui dit que la probabilité que quelque chose se produise augmente plus les gens y croient, en fait. Je vous montrerai quelques exemples chiffrés. Et finalement, le mot futur, le futur, c'est un peu associé dans nos têtes, du genre c'est un peu mort, quoi. Le futur, il est moins bien, il sera forcément moins bien que le présent. Ça alimente cette croyance. Ce qui n'est pas terrible pour changer le monde. Ça nous fait un petit peu baisser les bras en avance. Une deuxième chose, c'est que c'est quasiment, dans ce que vous avez cité en tout cas, et ça aurait vraiment été intéressant que je les collecte tous, du coup, qu'on fasse un sondage en ligne, qu'on regarde les exceptions justement. Mais a priori, pour l'avoir déjà fait dans un très très grand nombre d'écoles, c'est en grande partie aussi et ultra techno en fait, c'est surtout de la science-fiction. Et ça aussi, ça alimente une croyance que le futur, c'est forcément plus de technologie. Et que, le mot futuriste lui-même, quand on pense au mot futuriste dans sa tête, le futuroscope, on est juste à côté, c'est plutôt de la technologie qui vient en tête plutôt que des éco-villages, un monde apaisé, des changements sociaux, c'est plutôt des changements techno qu'on a en tête aussi. Et ça nous amorce à le faire. Ça va faire qu'on va le faire. Plus on y croit, plus on va le faire. C'est ça l'effet de prophétie autoréalisatrice. Il y a un agissement qui est souvent inconscient. Plus on croit en quelque chose, plus on va agir pour que cette chose se produise, inconsciemment, ce qui va alimenter la dite croyance en retour. Plus ça se réalise et plus vous y croyez. Et ça s'auto-alimente, du coup. Ça s'auto-réalise et ça s'auto-alimente, pour le meilleur comme pour le pire. Quelques exemples. Là, il y a l'exemple qui le chiffrait, là, c'est des élèves. On demande à des élèves de regarder cette figure pendant 50 secondes et de la redessiner de mémoire ensuite. On va dire que c'est des maths à des élèves et on a pris 2 groupes. Des élèves bons avec des bonnes notes en maths et des avec des mauvaises notes en maths. Sans surprise, celles et ceux qui ont des bonnes notes y arrivent mieux que celles et ceux qui ont des mauvaises notes. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on refait la même expérience, mais en disant que c'est du dessin. Et là, ça s'équilibre. En gros, les enfants qui ont des mauvaises notes en maths, ils ont la capacité d'y arriver. Et dès qu'on leur dit c'est des maths, ils se disent dans leur tête, je ne vais pas y arriver, ils n'y arrivent pas. Ils réalisent la prophétie qu'ils se sont faites. Ceux qui ont des bonnes notes en maths, on leur dit que c'est des maths, dans leur tête, il se passe un truc du genre « Yes, je vais y arriver !» Et du coup, ils surperforment par rapport à si on leur dit que c'est du dessin, par exemple. Petit aparté, cette expérience a été faite avec que des personnes avec des moyennes supérieures à 15 sur 20 en maths, mais les groupes, cette fois, on a divisé en garçons et filles. Alors, quand on dit que c'est de la géométrie, des maths, des matières scientifiques,
Qui performe le mieux entre les garçons et les filles? Combien y a-t-il de pourcentage de femmes à l'ENSMA? Ah, c'est un drame, j'entends. Bon, on a un stéréotype comme quoi les matières scientifiques seraient faites plus pour les hommes. Ben, ça se matérialise d'ailleurs, c'est des croyances aussi qu'on a. Ça, c'est les croyances que les gens ont sur eux-mêmes, mais les croyances que la société a, elles se matérialisent dans chacun de nos comportements en fait. Maintenant, si on dit que c'est de la mémoire, ils ont changé de dessin à mémoire parce que les élèves disaient ouais, c'est pas vraiment un exercice de dessin, ça, faut pas savoir faire dessiner, il faut avoir de la mémoire. Donc quand ils ont refait l'expérience en 2007, par rapport à la première, ça c'est la première version de 2001, ils ont testé entre garçons-filles et ils ont changé pour de la mémoire. Et là, c'est sans surprise les filles qui éclatent les garçons. Et c'est juste le contexte en fait qui fait que. Il y a des croyances comme ça qu'on a, qui sont véhiculées. Bon, il faut juste savoir que pendant des millénaires, les sciences, elles ont purement été interdites aux femmes. Hein. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Hein. On peut faire un exercice extrêmement simple. Pensez dans vos têtes à 3 noms de scientifiques hommes, toutes disciplines confondues. Vous y avez assez réfléchi, je pense. Alors, il y en a un que presque tout le monde aura, c'est Einstein. Il revient assez souvent. Pareil, vous voyez, des trucs culturels, etc. Vous avez qui d'autre? Archimède, Newton, Cauchy, je sais pas, j'ai entendu, ouais, bon, on en trouve des tonnes. Al-Kashi, Pythagore, dans les maths, etc. Même exercice pour les femmes. Scientifique femme, dans vos têtes. Scientifique femme, 3. Challenge. Chut. Dans vos têtes. Ça veut dire en silence. Et donc, nous avons tous et toutes Marie Curie. Qui a quelqu'un d'autre? Hein? Ok, je ne la connais pas, j'en connais pas beaucoup. Moi, je connais Sophie Germain, par exemple, dans les maths. Qui? Adélaïde Byron, que je ne connais pas, mais ok, donc on en trouve, il y en a. C'est juste pour dire que, en tout cas, ça a été interdit pendant des siècles, des millénaires, on peut le dire. Forcément, ça crée des croyances. Derrière, c'est un autre mécanisme, on rationalise. Aujourd'hui, on ne voit pas de femmes, on se dit ça ne doit pas être fait pour elles. Et ça entretient ça, alors que c'est juste des millénaires d'interdiction, en fait. Que des petits garçons et des petites filles, il n'y a aucun théorème de maths qui est appris à l'école qui aura un nom de femme, alors qu'il y en a qui existent, mais on a des Pythagore, des Al-Kashi, des Thalès et compagnie. Bref, et donc ça induit la croyance, chez les garçons comme chez les filles, que les matières scientifiques, c'est fait pour les hommes, et les femmes, elles sont classiquement, du coup, dédiées au social, par exemple. Il y a des métiers qui sont hyper genrés, genre une infirmière, une esthéticienne, une sage-femme, et sinon un ingénieur. Bon, bref. Prophétie autoralisatrice. Allez, je termine juste. Bon, là-dessus, je vais passer celle-là. Mais ça, on l'a fait. Les fictions, ça nous influence. Je vais conclure justement là-dessus. Quand Rebelle et Hunger Games, tous les deux combos gagnants, en 2012 sont sortis, il y a eu un pic d'inscription des femmes au tir à l'arc. Coïncidence? Je ne crois pas. En plus, on sait que c'est un lien de cause à effet, puisque les petites filles, et même les femmes, disaient que ça les avait inspirées directement. Même chose quand il y a eu Karate Kid qui est sorti, pic d'inscription des garçons aux arts martiaux. Les fictions, elles nous influencent. On cherche à les réaliser en retour. La vidéo la plus vue de cette chaîne, c'est le mec qui a créé un sable laser. Je suis certaine qu'il y en a plein du coup qui vont aller voir ça. Cet exercice-là, c'est dommage que je n'ai pas récolté les votes, mais quand je le fais, je vois clairement la différence. Moi, je l'ai déjà fait à l'ESIL, à Super-Héros, qui sont 2 écoles d'ingénieurs. Et on a très peu en proportion, voire pas. Alors peut-être que là, il y en aurait parce que vous êtes plus nombreux et nombreuses. Il y a des domaines qui ne ressortent pas. Genre les zombies, ça ne ressort pas. Alors que quand je le fais à des partis politiques, à des écoles de commerce ou quoi, des fictions qui se passent dans le futur, j'ai des Je suis une légende et autres World War Z. Et les ingénieurs, souvent, ils disent « Mais ça ne se passe pas dans le futur ». Ils rationalisent justement, ils disent « Bah non, c'est pas... Bah si, World War Z, quand même, New York est sous la végétation et tout, c'est quand même quelques années après. Hein. Ça commence de nos jours, ça se passe dans le futur. Pas très loin dans le futur, mais dans le futur quand même. Donc il y a plein de choses qui ne sortent pas. En fait, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous aimez ces fictions-là, d'une certaine façon. Les gens emploient leur vie à réaliser les fictions. Tiens, pourquoi ça... Je le remets en plein écran, je vais sauter... Alors, non, c'est pas la bonne...
Yes. Et je finis. Je vais finir. Donc il y a des choses, ça s'auto-alimente. Plus on voit de fiction et de personnes œuvrer pour une vision du futur, plus on va croire en cette vision. Plus on va croire en cette vision, plus on va œuvrer pour et on va créer des nouvelles fictions qui vont dans ce même domaine. Du coup, les gens vont en voir. Et à l'inverse, il y a des fictions, moins on va croire et on va œuvrer pour d'autres visions du futur. Aujourd'hui, tiens, et ça se matérialise, aujourd'hui, on connaît mieux la surface de la Lune ou de Mars que le fond de nos propres océans. Tout le monde dans cette salle, j'imagine, sait ce qu'est la NASA. Mais qui sait ce qu'est la NOAA? La NOAA, c'est l'agence américaine qui étudie les océans, A, l'atmosphère. Et ça pourrait être aussi important que la NASA, mais on ne le connaît pas. Il y a 12 personnes qui sont allées sur la Lune contre 4 dans la fosse des Mariannes. C'est que à 11 km. Hein. C'est pas si compliqué que ça. C'est quand même vachement moins compliqué. À chaque fois qu'on y descend, on trouve des nouvelles espèces. À chaque fois qu'on plonge à ces profondeurs, on découvre des choses formidables sur la planète, sur la vie, et pourtant on n'y va pas. On est plus intéressé par ce qui se passe dans les étoiles que par ce qui se passe sur notre propre planète. Le budget de la NASA, c'est 1600 fois le budget alloué à l'exploration océanique de la NOAA, de cette fameuse agence. Enfin, c'est quand même fou. Et c'est en grande partie une conséquence de ces fictions, effets de prophétie autorisatrice, bref. Tout ça, alors je vais passer, tout ça, j'en ai parlé, le futuroscope, tout ça, là. Alors, qu'est-ce qui nous rend heureux et heureuses? La qualité des relations, c'est le premier facteur de bonheur, d'après le World Happiness Report, qui est une méta-analyse de la science du bonheur. L'argent, c'est le deuxième, avec une belle corrélation logarithmique. L'argent, ça vous donne énormément de bonheur quand vous êtes SDF à dormir sur un carton. À partir du moment où vous avez assez d'argent pour manger à votre faim, avoir un toit au-dessus de votre tête, pour avoir chaud en hiver, l'argent cesse d'être un facteur pertinent. Il y en a d'autres, la santé aussi, je vais passer vite. La société de consommation, elle est basée sur l'insatisfaction. On l'a vu avec cette histoire du singe, je vous l'ai raconté, je passe très vite dessus. Déjà en 1929, Charles Keating, qui a écrit cet article, directeur général de l'innovation chez les General Motors, vraiment allez lire l'article, c'est génial, ça décrit le monde actuel, il décrit le produit intérieur brut en 1929, hein, alors que c'est une invention de après-guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc il explique que les gens heureux ne consomment pas, et le seul moyen de faire renouveler sans cesse des choses aux gens, notamment les voitures, puisqu'il est chez General Motors, c'est de créer une insatisfaction permanente. Il est l'un des très nombreux à l'origine du marketing, de la segmentation. À l'époque où Ford, lui, faisait la chaîne, enfin lui, Henry Ford, on doit la chaîne de production, la standardisation, le productivisme. Ford, il disait, tout le monde peut choisir la couleur de sa voiture du moment qu'elle est noire. Lui, il a dit, OK, on va acheter plein de marques. Donc General Motors a acheté 5 marques. Ils ont dit, chaque marque, ce sera pour un segment du marché. Les pauvres auront des Chevrolet, les riches auront les Cadillac. Tous les ans, on change de modèle. On met des options, on personnalise à fond, on change la couleur. Il faut que personne n'ait la même voiture que quelqu'un d'autre pour pouvoir la jalouser. Et pareil avec la pub, les pubs commencent à apparaître. Votre voisin a une Buick, et vous? Bon, bref. J'appuie pas sur le bon bouton. Le message final de tout ça. Tiens, ça c'est le bonheur en France. Comment il évolue en fonction de combien vous gagnez. Alors, ça évolue quand même jusqu'au top 10%. Hein. Mais à partir du top 10%, donc le top 10, là c'est les percentiles, à partir du top 10%, c'est des déciles, pardon. À partir du top, et là c'est les centiles, justement ça a été plus finement fait. À partir du top 10%, en fait, si vous gagnez 2 fois plus, 4 fois plus, là si vous êtes dans les 1% les plus riches, vous détruirez 4 fois plus vite la planète, mais ça n'a strictement plus aucun impact sur votre bonheur. Donc c'est de la destruction complètement inutile, gratuite de l'environnement. Qui tire tout le reste de la société pour imiter ces gens-là. Elon Musk qui va dans l'espace et tout. Bon, OK. Et pourquoi quand même il faut aller? Parce que là, tout le monde. Déjà, si tout le monde s'alignait là-dessus, ça ne marcherait pas non plus pour la planète. J'aime bien cette citation. Une chose c'est un résumé de ce que je vous ai dit. C'est une citation de moi. La société de consommation nous fait simplement rattraper le bonheur que les 500 à 2000 publicités auxquelles on est exposé chaque jour nous font perdre par le désir, la frustration et l'insatisfaction qu'elle génère. Dit autrement, si on sortait de cette société de comparaison permanente avec les pubs et les réseaux sociaux notamment,
On pourrait, en gagnant beaucoup moins, en étant plus, justement, avec moins de dispersion, donc plus sur un espèce de point comme ça, être beaucoup plus heureux et heureuse, et donc on est doublement gagnant. Et si on veut construire ce monde-là, eh ben, il faut connaître, justement, de la psychologie aussi, pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a envie de ça, comment est-ce qu'on peut faire que nos désirs ils sont très conditionnés par la culture, qu'on peut changer ça et que ça va être nécessaire de le faire si on veut vraiment garder une planète vivable. Et qui de mieux que les ingénieurs pour construire une vision d'un monde qui soit à la fois durable et plus agréable à vivre en mariant tout ça. Parce que vous avez une vision systémique. Vous êtes câblés pour comprendre tout ce que je vous ai raconté. Et les gens qui réagissent le plus aujourd'hui, qui tirent la sonnette d'alarme, c'est des scientifiques. Il y a de plus en plus de gens qui font des ponts avec les sciences sociales, et il n'y a qu'en se parlant que, à mon humble avis, et ce sera ma conclusion, on arrivera à faire quelque chose, comme je dis, de plus durable, enfin de durable, et aussi de plus agréable à vivre qu'aujourd'hui. On a tout à y gagner, il n'y a que des croyances fausses qui nous bloquent. Donc, relevons nos manches et action. Merci de votre attention. On avait commencé en retard, j'ai fait 1h10, ça va, j'ai réussi à tenir. Je prends vos questions avec plaisir. Donc si vous avez des questions... Alors, qui veut poser une question ? C'est toujours la première la plus difficile. Oui. Après... On va commencer par la deuxième, comme disait mon prof de mécanique ici. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui veut poser une question ? Il y a une question là. Pas, tiens. Donc, vous nous avez dit qu'il faudrait changer nos comportements avant de changer la technologie. On remarque qu'en France, il y a une prise de conscience de plus en plus grande, justement vis-à-vis de l'écologie. Mais ce n'est pas forcément le cas à l'étranger. Je prends un exemple concret, je pense au Liban. Là-bas, c'est impensable de faire du covoiturage. On préfère faire des bouchons pendant des kilomètres. Et même, l'air est tellement pollué qu'on ne voit plus la mer, sauf les lendemains de jours de pluie. C'est pour dire. On utilise des emballages en excès. Même les cure-dents, ils sont emballés individuellement. Enfin, voilà, on n'a pas du tout la même prise de conscience qu'on a aujourd'hui. Et je me pose la question, si on est les seuls, nous en France, on est bien lotis, on a des campagnes de sensibilisation, urgence climat pour justement l'écologie, puis des conférences comme les vôtres. Si on est les seuls à faire attention, ça n'a pas l'air d'être forcément très efficace. Bon, le Liban, c'est un petit pays, mais c'est qu'un exemple. Donc je voulais savoir si vous avez déjà pensé à passer le cap de l'international pour la vulgarisation sur le climat, partir à l'étranger pour ce genre de conférences. Ok. J'y ai jamais réfléchi, tiens, à partir à l'international. Après, ce qui est intéressant, la croyance que j'ai aujourd'hui, l'écologie, si ça marche pas, c'est que c'est une liste à la Prévert de tout ce dont on va devoir se priver. C'est comme ça que ça marche. Pas prendre sa voiture, l'avion, pas manger de viande, etc. Donc, dit comme ça, en fait, l'écologie, on voit vraiment pas ce qu'on a à gagner. La première personne qui vous montre, avec quelques études, qu'on aurait, en fait, vu que, par exemple, la qualité des relations, c'est le premier facteur de bonheur. Un monde qui se base sur les relations, c'est probablement, déjà un monde qui fait de la finalité du bien-être des citoyens et des citoyennes son objectif, rendra fatalement les gens plus heureux et heureuses qu'un monde qui fait de la consommation et de la croissance du produit intérieur brut sans objectif. Ça semble juste assez évident. La société de consommation, elle est optimisée pour nous faire consommer et pour faire croître le PIB, et elle est très très efficace pour ça, pas pour nous rendre heureux et heureuses. Elle a été designée pour autre chose. Donc déjà, changer l'objet, ça nous permettrait d'être plus... c'est vraiment un changement culturel qu'il faudrait opérer, et on a tout intérêt à le faire. Si vraiment on est plus heureux de le faire, on s'en fout que les autres ne le fassent pas. Enfin, autant le faire pour nous. Et les autres suivront, parce que ça marchera. Aujourd'hui, tous les pays le font à reculons, parce que c'est chiant, c'est présenté comme une liste de privations. Les écolos, c'est souvent les empêcheurs de tourner en rond, alors que c'est le médecin qui vous dit que si vous continuez, vous allez mourir d'une cirrhose. Donc c'est sûr que ça ne fait pas plaisir à entendre. On préfère les potes en soirée qui nous disent « Mais vas-y, bois encore, il n'y a pas de souci, tout va bien ». C'est sûr, c'est sûr.
Mais le truc, c'est justement, c'est de voir que, pour vraiment reboucler sur ta question, je pense que c'est vraiment un changement de discours et un changement vraiment de croyance et de regarder vraiment ce que la science nous dit, en fait. Quand on marie le World Happiness Report et le rapport du GIEC, on arrive vraiment à dessiner un monde, et c'est votre rôle, c'est quelque chose que vous pouvez faire, de dessiner un monde qui soit à la fois plus durable, qui respecte les limites planétaires et qui soit plus heureux. Dès que des gens seront assez convaincus de ça et le mettront en œuvre, bah, eux, ils vont gagner. Et les autres suivront. Pour l'instant, tout le monde s'aligne sur un certain train de vie qui est vendu par la pub et qui n'est pas efficace, en tout cas, pour nous rendre heureux. Au-delà d'un certain seuil, ça ne marche plus et ça fait juste de la destruction gratuite de la planète. Donc, c'est ça qu'il faut challenger. Ça répond à ta question? Cool. Il y a une autre question là-bas. Bonjour. Je me demandais si vous pensez que le tapage médiatique, si on peut appeler ça comme ça, qui est fait aujourd'hui sur le réchauffement climatique et la responsabilité de chacun. Tu peux lever la main qui parle? Ah voilà, c'est moi. Ok. Est-ce que vous pensez que c'est contre-productif et est-ce que vous pensez qu'on n'aurait pas mieux à faire de comprendre les biais cognitifs en jeu dans notre façon de penser par rapport à ça, au lieu de nous sortir des chiffres en permanence? Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, mais vous ne pensez pas que ce serait plus productif de fonctionner de cette manière-là? Si. Effectivement, je suis complètement d'accord avec ça. Le fait de justement tous ces chiffres-là, en fait, il y a un modèle en psychologie qui on sait qu'il est complètement faux, mais qui est encore très présent dans les esprits, c'est ce qu'on appelle le modèle du déficit d'information. On pense que les gens n'agissent pas parce qu'ils ne savent pas assez. Et que si on leur donnait les infos, ben ils le feraient. Le meilleur contre-exemple qu'on ait de ça, c'est fumer. Il y a des tonnes d'études qui ont été faites pour montrer que la sensibilisation sur le tabac était extrêmement inefficace. J'ai notamment en tête une étude qui a été faite sur près de 4000 élèves pendant 10 ans. Ils ont pris 2 écoles. Dans une école, ils ont mis des séances de sensibilisation. Ils en ont eu 65 de leurs 8 ans à leurs 17 ans. En gros, ça fait une toutes les 2 mois une toutes les 2 mois en moyenne. Donc, ils connaissent par cœur les courbes sur le lien entre fumer, le cancer de la gorge, des poumons, de la vessie, etc. Enfin, ils connaissent tout ça par cœur. Probabilité de fumer à l'adolescence par rapport aux autres écoles, aux 2000 autres élèves qui n'ont rien eu, statistiquement inchangé. Et c'est un comportement inchangé. On sait que la sensibilisation, aujourd'hui, elle est... Alors, là j'ai un exemple extrême où là, elle n'a pas été efficace du tout. Dans tout ce qu'on connaît, en tout cas, on sait que la sensibilisation de tous les outils qu'on connaît aujourd'hui, en psychologie sociale, cognitive, qui sont abondamment utilisés dans le marketing, les 75 ans de recherche, on sait que c'est le moins efficace. Il y a des fois où c'est efficace, mais clairement, ce n'est pas le plus efficace. Ça peut même être contre-productif. Les gens, si vraiment ils se disent « c'est foutu », à quoi bon essayer? En fait, ils n'essayent même plus. Et ils vont vraiment tomber dans d'autres mécanismes. Alors, soit ils vont tomber dans le déni, soit ils vont tomber dans la dépression. Il se trouve que, justement, plus les gens vont mal, plus ils consomment, statistiquement, en général, aussi. Donc ça peut être contre-productif. Ce qui est plus intéressant, ce qui marche mieux, je vais vous donner un exemple, que ça marche en tout cas. Un film, quand je demande un film qui soit une utopie, justement, qui se passe dans le futur, qu'est-ce qui vous vient en tête? Peut-être que vous l'avez. Qui a une réponse peut le dire fort, là, je n'ai pas entendu. Un film qui revient souvent, c'est Demain. Alors, c'est pas une fiction, d'ailleurs. Le film Demain de Cyril Dion. Qui l'a vu, juste à main levée? Ah, quand même, hein. Cool. Pour les autres, voyez-le, je pense que ça vaut vraiment le coup. Demain, c'est un film, justement, qui montre à quoi demain pourrait ressembler si on met toutes les solutions qui sont déjà à droite et à gauche en application dans le monde. Ce film, si je ne dis pas de bêtises, c'est de mémoire. Il a fait 48 semaines d'exploitation sur les 52 semaines que compte une année. Record pour un documentaire, enfin record d'entrée pour un documentaire. Il a eu le César. À lui seul, il a impulsé des milliers de projets. Alors qu'il y a je crois, 600 films qui sortent au box-office par an. Vraiment 200, c'est proche de 300, c'est vraiment des grands films qui sortent vraiment dans toutes les salles, etc. Un seul film comme ça, à lui seul, il a impulsé des dizaines de milliers de projets, et il y a énormément de gens dans l'écologie qui le citent. Ça a donné une vision, et ça marche, et on le sait. Et on a tout un corpus d'études qui le montre. Donc, c'est clair que le jour où on montrera des choses agréables,
une chose que je ne vous ai pas dit d'ailleurs sur les fictions, hein. Mais quand on a fait là un peu, je vous ai parlé des fictions, tout ça, comment est-ce qu'on pourrait construire le monde de demain si on n'est même pas déjà capable de l'imaginer, d'en rêver, de faire des choses un peu folles? Derrière, on a des choses un peu folles. On n'aura jamais Matrix exactement. Et pourtant, ça tire la recherche de l'IA, par exemple. On n'aura jamais aucune des dystopies exactement à l'identique telle qu'elle est faite. Mais ça nous tire vers là, vers la conquête spatiale, vers plein de choses. On investit 1600 fois plus vers les étoiles que vers notre planète. Donc c'est intéressant, ouais, clairement, le jour où on mettra ça en œuvre, on sait que ça va marcher. Il faut que les gens le fassent. Et ça peut être vous, hein. Une autre question? Bonjour, merci pour la conférence. J'avais une question. Même si en France, il y a plutôt une prise de conscience sur l'écologie, il y a une grande partie de la population qui n'en a pas grand-chose à faire. Et comme vous avez expliqué dans votre conférence, les techniques de marketing sont plutôt efficaces pour les faire consommer et influencer leur comportement. Alors, je me demandais pourquoi on n'utiliserait pas ces techniques de marketing pour promouvoir l'écologie et la protection de l'environnement et ainsi faire changer le comportement des gens et leurs habitudes. Yes, carrément. C'est complètement l'objet de mon discours. C'est utile qu'on utilise ça. Après, le problème, c'est de faire des spots télé, ça a un certain coût, par exemple. Il faut le financer. Aujourd'hui, s'il n'y a rien à vendre derrière, il faut qu'il y ait des gens qui... tel que le système est construit, c'est un espèce de verrouillage. Réussir à mettre ça, à faire des pubs là-dessus, utiliser ces techniques-là, ça a éventuellement un certain coût pour que ça touche un public. Et comment on le finance? C'est la grosse question aujourd'hui qui fait qu'on ne le fait pas. Il y a aussi un deuxième frein que moi, depuis ma vie militante, là, depuis 2009, j'ai énormément de gens en face de moi, je fais des conférences comme ça, des formations, et les gens sont extrêmement perturbés. Ils disent « mais non, c'est dégueulasse, c'est de la manipulation, jamais de la vie ». Ils refusent tout ça en bloc, en fait. Tout le discours que j'ai, les études, etc. Ils disent « non, il ne faut pas faire ça, c'est mal de faire ça ». Il y a aussi ça qui freine, que en fait, les gens ont associé, c'est des outils tout ça. L'être humain, il fonctionne comme ça. Malheureusement, c'est des outils qui, aujourd'hui, sont plutôt utilisés dans le but de nous faire consommer toujours plus, ce qui n'est pas une bonne chose, ni pour la planète, ni ça ne sert plus à rien pour notre bonheur, comme on l'a vu. Et les gens, en fait, ils jettent... c'est un amalgame, du coup, qu'ils ont fait entre ces outils et l'utilisation qu'en est faite aujourd'hui, et ils ne voient pas qu'on peut en faire une autre utilisation. Il y a aussi un espèce de biais culturel, une croyance, qui fait que les gens ne veulent pas utiliser ça. Et c'est très, très, très souvent qu'il y a les gens qui disent, mais en fait, on veut que les gens ils agissent parce qu'ils prennent conscience. Et vraiment, l'écologie, elle est surtout basée sur cette stratégie qu'on sait inefficace, il faut que les gens sachent, comme pour le tabac, il faut que les gens sachent pour qu'ils agissent. Le modèle du déficit de l'information, c'est ça qui est derrière, on sait que c'est très peu efficace. Question là, puis après une autre. Alors, j'avais une question sur l'effet rebond. J'aurais voulu savoir si vous aviez des idées sur les causes de ce phénomène, parce que, alors, vous parliez notamment de la possibilité pour des gens travaillant dans un bureau d'augmenter la température de leur lieu de travail quand ils en avaient la possibilité. Personnellement, moi, ça ne me viendrait pas spontanément à l'idée de mettre le thermostat à 25, tout simplement parce que je me sens assez bien à 20, quoi. Alors, c'est dû à quoi? Ou par exemple, je sais qu'il y a eu aussi ce questionnement sur la 5G. J'avais discuté avec des amis qui disaient que le fait qu'on ait la possibilité de pouvoir consommer beaucoup plus de données à la seconde, ça allait aussi faire augmenter la consommation sans pour autant qu'il y ait un besoin qui soit corrélé, quoi. Ouais. Ça, les effets rebonds, il y a énormément de littérature dessus. Alors les gens, ils augmentent pas au bureau la température, mais c'est quand chez toi, en fait, il y a des gens qui sont en précarité énergétique, qui vont dormir à plusieurs, les ménages les plus précaires, justement, comme on faisait au Moyen-Âge pour se tenir chaud, qui vont justement pas chauffer, se surcouvrir, porter des mitaines, des gants chez eux, et avoir froid. Si on isole un peu mieux, il y a beaucoup de gens qui raisonnent en fait à budget fixe. Si tu les fais consommer moins, ils utilisent toujours le même budget, mais du coup pour augmenter leur confort. Et là, c'est une bonne chose, entre guillemets, si vraiment ils avaient froid avant. Donc ça, c'est une première part de l'effet rebond. Il y a aussi beaucoup de gens qui prennent leur voiture. On sait, alors les chiffres sont assez surprenants.
Pour les tout petits trajets en ville, vraiment, si on regarde en ville, il y a vraiment, je ne sais plus combien de pourcents de trajets, mais qui font quelques centaines de mètres. Et en fait, si le prix de l'essence baisse, ces trajets, ils augmentent. Sinon, les gens, ils commencent à réfléchir un peu, ils se disent, ouais, quand même, prendre la voiture, je peux marcher. Et c'est ça que, si on fait des voitures plus économes, elles consomment moins, ce qui fait que ça te coûte moins d'argent. En fait, les gens raisonnent à coût fixe, à argent fixe, ils vont faire plus de kilomètres, par exemple. Donc ça, c'est un effet rebond direct. Il y a l'effet rebond indirect, qui est que si j'ai fait beaucoup d'économies dans un domaine, il y avait une vidéo qui était hyper intéressante, peut-être que vous la connaissez, dans l'écologie, c'était Groland qui avait fait ça à l'époque, où il y a un gars qui, justement, il investit, il isole hyper bien sa maison, il fait plein de gestes, on voit le compteur de CO2 par rapport à quelqu'un de très pauvre, et le gars, il a des panneaux solaires thermiques sur son toit pour fournir son eau chaude chez lui et tout, et on voit son compteur, il bouge à peine. Et puis après, il dit, avec tous les efforts que je fais, je peux bien me prendre une petite détente, et il va juste pour un week-end au Maroc. Et là, on voit le compteur. Et c'est aussi ça, c'est que les gens, ils réinvestissent ce qu'ils ont gagné dans un domaine, dans un autre, et le bilan, au global, est aussi négatif. Il y a plein d'effets rebonds. Il y a plein d'effets rebonds comme ça. Il y a aussi ce qu'on appelle l'aléa de compensation morale. C'est exactement ce que je viens d'écrire. Les gens, en plus, comme ils n'ont pas les ordres de grandeur, ils se disent, j'ai déjà fait ça. Ils se donnent bonne conscience avec ça. Ils s'autorisent quelque chose qu'ils n'auraient pas fait avant. Et comme ils ne connaissent pas les ordres de grandeur, en général, et qu'ils ne vont pas faire l'effort d'aller les chercher, souvent le bilan est négatif. Oui, bonjour. Ma question, c'est plus par rapport à votre parcours finalement, parce que j'ai cru comprendre. Enfin, vous avez fait Super Héros et les pétroémoteurs aussi. Ouais. Enfin, c'est un peu différent de ce dont vous parlez aujourd'hui. Enfin, qu'est-ce qui vous a poussé finalement à parler en plus d'écologie, peut-être parce que c'est pas trop le domaine, quoi. Comme ça. Merci. Sur mon parcours, moi à la base, j'étais fan d'automobile. Et encore une fois, tiens, c'est intéressant de voir que nos goûts, ils sont hérités. Moi, j'étais fan de voitures de sport. Ma marque fétiche, c'est Lamborghini. Quand j'étais tout gamin, mon grand frère, il jouait à Need for Speed 3 à l'époque. Il n'était pas encore né. Et moi, je voulais faire comme mon grand frère. J'adorais ce jeu. Et puis, ouais, c'est vraiment les premiers jeux vidéo que j'ai fait, c'était des jeux de voiture. Et j'en fais encore beaucoup. Les Need for Speed, en l'occurrence. Et ça m'a vraiment, j'ai voulu travailler dans l'automobile. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que j'avais choisi Super Héros. C'était l'école qui permettait, de toutes celles que j'avais eues, c'était celle qui était le plus adaptée, ce qui m'avait semblé en tout cas. À l'époque, il y avait 35% de la promo qui finissait dans l'automobile, chez Renault ou Peugeot principalement. Et voilà, moi je voulais commencer par là, et etc. J'ai fait les pétroles et moteurs. Puis bon, j'étais aussi hyper sensible à l'environnement. J'ai croisé le chemin de Jean-Marc Jancovici, de son association. J'ai rejoint une association qu'il a fondée qui s'appelle Avenir Climatique. C'était quasi que des ingénieurs à l'époque, des jeunes ingénieurs, des gens de vos âges, à peine plus vieux, qui venaient tout juste d'être diplômés et qui racontaient déjà des choses sur le climat, les comportements qu'il fallait changer. Donc ça fait son chemin aussi en parallèle. Petit à petit, moi j'ai passé le permis moto, puis en même temps que je suis devenu hyper écolo, finalement je n'ai jamais acheté de moto. Ça s'est combattu un peu les deux. J'étais président du club de karting à Super Héros. Vous voyez, on change. Hein. Et petit à petit, en fait, ouais, ça m'a vraiment parlé tout ça. Et je sais pas, c'est vraiment, je pense, le côté ingénieur aussi, de regarder l'équation, de voir qu'en fait, jusqu'à présent, ça marche pas, là, de mettre des pansements technologiques sur le problème, il est de fond, en fait. Et même si nous, en France, on arrivait par je sais pas quel miracle, allez, on l'imagine, ce ne serait pas généralisable notre mode de vie, c'est-à-dire que toute la planète qui voudrait nous copier a rattrapé tout ça, toutes les centrales nucléaires éventuellement qu'on a construites ou autres, l'équation ne marche pas en fait. Et c'est intéressant, petit à petit, en me demandant, en me posant toutes ces questions, comment on fait que l'équation marche, je dis quand même ça fait chier l'écologie, il faut se priver de tout. Puis de regarder un peu plus, de m'intéresser aux sciences de manière générale, parce que les sciences sociales sont des sciences aussi. C'est juste les résultats, c'est plus dur d'être tranché. C'est pas comme la mécanique quantique où quand on va faire des expériences 1 million de fois, on a une valeur petit p de je sais plus combien, de 1 milliardième. C'est hyper répétable. Là, on a de l'humain derrière, chacun a son histoire. On fait ça sur 2000 personnes. Chaque personne, elle a un résultat, etc. Donc mais les méthodes sont les mêmes. Hein. Parce que l'objet d'étude, il est beaucoup plus variable. Et c'est ça qui m'a intéressé, de voir, en fait, commencer à regarder tout ça, de me dire comment on va résoudre ce défi-là. Moi, c'est ça que j'avais envie de faire, finalement, plus que faire des voitures, les nouvelles Lamborghini.
Et petit à petit, voilà, je suis passé d'un monde à un autre. Ça n'avait plus de sens. Et puis moi, un truc qui a fini de me dégoûter aussi, parce que j'ai bossé quand même 8 ans dans l'automobile, sur des projets vraiment toujours pour la réduction de CO2. Et parce que quand même, j'avais aussi un côté écolo. Depuis que j'étais gamin, depuis 11 ans que j'ai découvert la mécanique, que j'ai démonté mon premier moteur. Et j'étais fasciné, je lisais des bouquins de thermo et tout là-dessus, je dis mais en fait, ça a que quoi, 30% de rendement au maximum. Mais c'est nul, il faut faire quelque chose quand même, on gâche 2/3 de l'énergie. Si on ne gâchait pas 2/3 de l'énergie, non seulement on consommerait moins, puis on peut faire des Lamborghini 3 fois plus rapides. Bon, c'est double gagnant, quoi, il faut le faire. Et bref, du coup, en tout cas, bref, je suis passé de l'un à l'autre, et c'est où est-ce qu'a fini de me dégoûter. J'en étais là. C'est que j'ai bossé en partenariat avec Peugeot sur un projet où ils ont sorti un démonstrateur au Mondial de l'Automobile 2014, la technologie hybridaire, ou air hybride, je ne sais jamais dans quel sens ça marche, ils avaient les deux. Et en fait, c'est une hybridation héliopneumatique. Tu récupères que l'énergie cinétique de 50 km/h. C'est un petit système de stockage dans de l'azote comprimé. Quand le réservoir est vide, il n'y a pas d'énergie dedans, il est déjà à 250 bars. Et tu viens pousser de l'huile dedans pour le monter à 350 bars. Et ça stocke qu'un freinage. C'est une petite bonbonne comme ça. Comme ça, quand même. Et quand on fait ça, on divise par 2 la consommation. Le potentiel, d'ailleurs, c'est divisé par 4. Eux, leur démonstrateur, leur première version, ça divisait déjà par 2, parce que la moitié de la conso d'énergie en ville, sur un véhicule thermique, c'est vous jeter l'énergie cinétique à la poubelle à chaque fois que vous touchez la pédale de frein, parce qu'il y a un piéton, vous ralentissez, ou il y a un feu rouge. Et donc déjà, si on savait juste récupérer, si on s'était posé la question, si on le faisait de récupérer l'énergie cinétique, on divise par 2 la conso des véhicules en ville, essence comme diesel. Et en plus, en rendement moyen d'utilisation, on est à 20%, sur un moteur thermique en ville, même si le max, on est à 37 pour les essences, 40 pour les diesels. On divise par 2 aussi, parce que le moteur, du coup, il était toujours allumé sur son point de meilleur rendement, en mode marathon Shell, pour celles et ceux qui font partie du club. Il y en a un ici, marathon Shell aussi? Non? C'est marrant, parce que j'étais et au club de karting et au club marathon Shell. Il y avait déjà les deux, où on essaye d'augmenter le rendement à fond. Et donc, on a un potentiel de division par 4. C'est juste génial. Et bien Peugeot, ils ne l'ont pas fait. Alors qu'ils ont sorti un démonstrateur, c'est juste que comme il y a de l'hydraulique et que les pièces qu'ils voulaient mettre, il fallait multiplier la cadence mondiale de ces pièces par un facteur 10, donc c'est pas rien. C'est un énorme investissement industriel, et ça te fait une voiture qui démarre, comment dire, sur un hybride électrique, tu as le moteur thermique qui se rallume de temps en temps et qui s'éteint. Là, ça se rallumait 10 fois plus fréquemment et 10 fois moins longtemps, parce que le stocker n'a pas beaucoup de volume de stockage. Ils ont eu peur que les gens n'en veuillent pas. Et donc, en fait, ils se sont dit, on ne part que s'il y a un deuxième constructeur qui part là-dessus. Et en fait, il n'y a aucun autre constructeur qui a voulu partir là-dessus. Et même Peugeot, en interne, ils avaient des problèmes, parce qu'il y a des gens qui disaient, mais en fait, votre technologie, elle est tellement géniale qu'elle tue l'idée de l'hybride électrique. Avec cette technologie, l'hybride électrique n'a aucun intérêt. Sauf qu'on a investi déjà des milliards. Ça, c'est un biais cognitif, le biais des coûts irrécupérables, tout ça. Enfin bref, on est parti sur le mauvais cheval, mais on est parti quand même. Et c'était hyper rationnel en plus, il y avait une certaine logique et ils ne l'ont pas fait. Alors moi, c'est là que j'ai fini de croire en la technologie. Je dis. En plus, quand on a des trucs géniaux, on ne le fait pas. Donc là, ça a vraiment été le gros coup, avec plein d'autres, qu'on fait que j'ai dit, bon, la technique, c'est mort. C'était bon, la technique. Dans les années 90, on aurait pu faire un monde croissance verte, développement durable et tout. On a tellement entendu, c'est techniquement plus possible, quoi. Là, maintenant, c'est le changement de comportement. Et tant mieux, parce qu'on sera plus haut. C'était un peu long comme réponse. Je vais faire plus court s'il y a d'autres questions. Puis je vous donnerai un truc cool sur les ingénieurs aussi. On en a besoin aussi, et vraiment encore beaucoup. Je vais vous donner plein d'exemples de challenges qu'on peut faire. Mais vas-y. Bonjour, donc merci pour votre conférence. Moi, je me demandais, vous avez dit que nous, notre rôle en tant qu'ingénieur, c'était pas seulement d'améliorer la technologie, mais aussi de changer les pensées des gens, mais je vois pas trop en quoi on peut être efficace sur ce levier-là. L'idée, en tout cas, c'est de prendre le système en entier. Tu dis, quand tu développes quelque chose, quels vont être les usages, si tu fais un système, si vraiment, il y a vraiment plein de boîtes où tu bosses pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour faire des choses ou réduire la pollution, et comme les usages augmentent,
Ok, les voitures, elles émettent moins d'oxyde, des NOx, des particules, etc. On met des filtres, on met de la technologie. Mais comme il y a plus de kilomètres, il y a plus de voitures, au final, la pollution, elle stagne. En tout cas, à Paris, ce que j'ai regardé, ça stagne. Ce qui fait plutôt diminuer, c'est quand on met des trucs, justement, des circulations alternées, quand on met plus de pistes cyclables, etc. C'est de penser, c'est de penser le système en entier, d'intégrer l'humain dans l'équation et de se dire, en fait, et de regarder, d'intégrer en même temps qu'on a des cours de mécanique des fluides, etc., que vous ayez au moins cette curiosité-là, d'aller regarder aussi de la psycho, c'est aussi de la science, et qu'est-ce qu'on peut faire, et d'intégrer ça dans l'équation, parce que tant qu'on ne l'intégrera pas, et tant qu'on n'aura pas des gens qui sont câblés pour le comprendre, et c'est clairement pas nos politiques, ni les économistes, les gens qui sont le plus à même de comprendre ça, je pense que c'est les ingénieurs, et qu'on a notre rôle à jouer, du coup, de l'expliquer, de le comprendre, enfin déjà de le comprendre, de l'expliquer, de le mettre en œuvre à notre échelle, de changer nos entreprises. Donc j'ai pas une réponse magique, miracle, là toute faite, mais c'est important, à mon avis, de connaître ça, et d'y réfléchir, et puis voilà, de changer, de dire peut-être non à certains projets, de s'engager un peu plus. La technique, elle n'est pas neutre, entre guillemets. Posez-vous les questions de qu'est-ce qu'on en fait derrière aussi. Est-ce que c'est le monde que vous voulez voir? Et je sais pas, on a besoin de tout le monde faire bouger les lignes, et les gens, mieux les gens comprennent le souci, plus ils mettront des choses efficaces derrière. Il n'y a pas besoin que tout le monde le comprenne. Il y a quand même besoin que quelques personnes le comprennent. Ça répond à ta question? C'est à nouveau moi. J'aimerais bien rebondir sur sa question. Vous avez dit qu'on avait besoin d'ingénieurs pour faire changer, puisque c'est nous qui avons la vision. Et qu'est-ce que vous pensez de la sous-représentation des ingénieurs à la télévision sur les sujets comme ceux-là, ou chez les politiques, à l'Assemblée? On voit souvent des économistes parler d'écologie, tout ça à la télé, mais peu d'ingénieurs. Je suis d'accord, ouais. Ce que j'en pense, c'est dommage. Et ce que j'en pense, c'est... Vous êtes peut-être un peu jeune pour les prochaines législatives, mais engagez-vous en politique. Les législatives, on se présente sur des listes. Si vous voulez être député un jour, si vous voulez être maire d'une commune, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'avoir fait l'ENA, ou d'ailleurs, ça n'existe plus d'ailleurs, l'ENA, ou telle carrière, Sciences Po ou je ne sais pas quoi, et engagez-vous. Engagez-vous, qui disait. Ça répond à la question, une autre question? Oui, c'est bon. Je ne peux pas dire mieux, il faut qu'il y ait des gens compétents, effectivement, sur cette question-là, on est d'accord. C'est un drame qu'on l'ait pas, et les nouvelles, c'est un peu un sketch. Aujourd'hui, comme on dit, on va inviter deux personnes, quelqu'un qui pense que la Terre est plate, quelqu'un qui pense que la Terre est ronde, on va les faire débattre, et les gens vont devoir... c'est un débat d'opinion, alors que ça, c'est pas une opinion, c'est un fait, on peut le vérifier. Tout est devenu spectacle, bref. Ça m'emmènerait loin, ça. Remettre un peu de sérieux là-dedans. J'aurais juste voulu savoir, est-ce que vous pensez qu'il est aujourd'hui concevable, faisable pour des entreprises, que ce soit dans l'automobile ou dans d'autres domaines, de se battre pour l'écologie et d'être aussi à la fois écologique et viable financièrement? Donc c'est-à-dire faire du profit et être... Alors j'ai deux réponses qui me viennent. La première, ça va être non. En tout cas, faire de la croissance, être viable, rémunérer plus des actionnaires, non. La deuxième question, c'est de questionner la question. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que... Il y a un moment aussi, ça fait partie du problème, c'est quand on met toujours la rentabilité financière en premier plan, quand on met ça, d'ailleurs, un indicateur de société. Je veux dire que ce qui juge aujourd'hui d'une société, c'est son produit intérieur brut, et tout se fait à l'aune de ça. Quand on parle de croissance, c'est la croissance du PIB. Et cet indicateur, je veux dire que pour le coup, il y a des bibliothèques entières. Il y a vraiment une espèce de consensus, même dans des économistes qui sont très, mainstream, et dans les courants actuels, de dire oui, effectivement, on voit qu'il y a une décorrélation, ça ne mesure pas le bonheur. Donc c'est ça, en fait, qu'il faut interroger, c'est est-ce qu'on veut des profits ou est-ce qu'on veut une vie agréable? Est-ce qu'on veut rémunérer des actionnaires ou est-ce qu'on veut avoir encore des baleines dans les océans? On en est là, en fait, c'est juste ça la question, et c'est peut-être justement de changer la question. Un truc que je voulais vous dire aussi, les études montrent,
En fait, les gens, ils aspirent vraiment à être heureux. Et finalement, ils consomment parce que c'est la vision qu'on leur vend, en fait. C'est associé dans l'esprit. Mais si tu leur vends une autre vision, et en plus, tu n'as même pas à leur mentir, c'est les pubs, je veux dire que personne n'a d'orgasme à conduire la voiture de son collègue de réunion dont il a piqué les clés, quoi. Enfin, ça n'existe pas. Les pubs, quand on les regarde, elles sont ridicules, en fait. Enfin, bref. Mais ça marche, c'est très efficace quand même. L'idée, c'est de... En plus, on pourrait raconter qu'est-ce qui est vraiment efficace, parce qu'il y a une science qui nous dit qu'est-ce qui fait que les gens sont plus heureux. Donc c'est ça qu'il faudrait raconter et mettre dans des pubs. Comme ça, on mentirait même pas aux gens, on leur dirait la vérité, en plus avec des techniques pour vraiment qu'ils y aillent. Et on serait tous et toutes plus heureux et heureuses. Le monde durable, là, je vais vous dire un truc qui va vous faire très plaisir. Le monde durable, c'est un monde dans lequel on consomme moins. Donc, on produit moins. Donc, on travaille moins. Ah, les gens, ils ont toujours peur, ils disent « Ouais, mais du coup, on gagne moins d'argent. » Oui, mais tu consommes moins. La société de consommation, la consommation, ça marche à n'importe quel niveau. Ce qui ne marche pas, c'est la croissance. Ah, la croissance, ça demande la croissance, comme le nom l'indique. Mais consommer, on consommerait moins, on partagerait aussi. Il y a plein de choses. On a des appartements en moyenne, si tu fais toute la surface habitée toute la surface habitable française que tu divises par la population, ce chiffre-là, en gros, on a vu depuis les années 70, il a fait grosso modo, c'était fois 1,7 de mémoire. On possède chacune plus. Et ça, c'est logique parce qu'on met de plus en plus de choses. On vit de plus en plus seul, ça aussi les études le montrent. On partage de moins en moins des choses, ce qui nous demande de beaucoup travailler pour avoir plus de mètres carrés pour stocker ça. Alors, je ne sais pas du coup le prix du mètre carré à Poitiers. À Paris, c'est 10 000 €. Posséder une machine à laver à Paris, ça te coûte 10 000 € parce que ça va t'occuper 1 mètre carré de plus. Il va falloir travailler pour ce 10 000 €. On aurait une culture plus à la Suisse ou dans des pays nordiques où on développerait ça, où on aurait des laveries systématiques. Parce que la machine à laver, même une famille qui fait 2 lessives par jour, c'est que quelques heures par jour. C'est quelque chose qu'avantageusement, on pourrait partager. En plus, le jour où ça tombe en panne, dans une laverie, tu as celle d'à côté. Si on partageait, pourquoi on a tous et toutes, alors vous êtes encore jeunes pour ça, mais vous verrez, si on continue dans ce monde-là, vous aurez chacune des outils, des perceuses, un fer à repasser, des bibliothèques, des DVD-tech, des tonnes de trucs dont on ne sert juste jamais. Un livre, ça ne sert, même si c'est l'Harry Potter qu'on a lu 10 fois, ça sert que quelques heures dans une vie. Pourquoi mobiliser des mètres carrés? Si on partage, on peut avoir aussi plus d'objets. Tu as tous les tiens, tous ceux que tu as mis à disposition, puis les autres, c'est des trucs que tu vas découvrir des nouvelles choses, ça fait un peu sortir aussi de nos bulles de filtre, ça crée du lien avec les gens. C'est bon pour les relations, ça ferait croître notre bonheur, ça ferait qu'on consommerait beaucoup moins. Après, tu enlèves l'obsolescence programmée, tu remets des machines à laver ou tu changes la module, tu t'enlèves une partie, tu remets, pareil pour les voitures, tu changes ton GMP, tu en mets un plus performant, tu as conçu la voiture comme ça, pour que vraiment dans 50 ans, ou dans 30 ans, si vraiment on a une avancée, une percée technique qui fera que ça consomme moins, on change. Et on partagerait en fait vachement qu'on serait plus heureux et heureuse, on aurait plus de temps libre, c'est vraiment tout bénef. Et les études montrent, il y a la dernière enquête INSEE emploi du temps, l'avant-dernière, je crois que du fait du Covid, elle n'est toujours pas sortie, la 2019-2020, mais la 2009-2010, elle disait que, en gros, il y a, selon les études, alors je ne sais plus si c'est celle de l'INSEE, il y a la moitié des gens qui veulent plus de temps libre, et notamment à passer avec leurs proches. L'enquête de l'Observatoire de la société de consommation dit exactement la même chose aussi. Et les gens, en fait, ils aspirent, il y a beaucoup de gens qui aspirent à ralentir. Cette croissance, c'est la croissance de nombre de séries que vous devez regarder pour être à la page avec les autres, du nombre d'amis, de tout ça. En fait, ça nous fatigue aussi. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites. Je crois que c'est Helmut Rosa, qui... justement, on nous dit, les gens ne peuvent plus aussi de cette accélération. On aspire à chiller un peu, à ralentir, à se poser. Et en fait, un monde durable, c'est un monde qui ressemble vachement à nos vacances et à des vacances plutôt cool avec des potes au camping, quoi. Pas où on va à l'autre bout du monde. Et on redécouvre le temps, vous faites vos passions, vous faites les choses, vous avez plus de temps. Vous vivez plus proche de vos proches aussi. Statistiquement, vous vivez plus loin de vos amis et de vos familles que vos parents vivaient proche de leurs amis et de leur famille. Et qu'eux-mêmes, par rapport à vos grands-parents, etc., on passe de plus en plus de temps à s'éloigner les uns les unes des autres. On se voit moins, on a des relations peut-être de moins bonne qualité, justement, aussi. Et ça, c'est pas du tout bon. La qualité des relations avec les proches, c'est le premier facteur de bonheur. Et les proches, comme son nom l'indique, c'est les gens dont on vit proche, historiquement, géographiquement. Quand tes proches, ils sont à 300 km, ça s'appelle des loin.
Donc on se rapproche, on relocalise plein de choses, de l'activité, etc. Et on fait un monde qui est plus agréable à vivre. Il faut sortir, je pense, de cette rentabilité financière, de tous ces indicateurs-là qui sont, en fait, ils sont du côté du problème et pas de la solution, clairement pas, pour moi. Il reste l'une ou l'autre question. Encore 5 minutes. Oui, c'est là. C'était pour revenir sur votre idée de partage et tout ça, mais par exemple, si on habite à la campagne, comment on fait pour partager alors que plusieurs kilomètres qui peuvent nous séparer, ou c'était l'autre idée, mais en gros c'était ça, c'était histoire de transport en fait. On peut pas forcément, déjà on peut partager avec notre famille, mais ça prend déjà du temps d'aller récupérer à chaque fois, puis c'est de la pollution du coup après au niveau du transport, et puis pour le travailler proche de notre famille, par exemple à la fin du diplôme on n'aura peut-être pas forcément exactement le choix de la localisation de notre première boîte, et qui nous éloignera peut-être de notre famille. Ouais, je suis complètement d'accord. Et de toute façon, il n'y a pas de solution parfaite. Ce qui est intéressant, en tout cas, c'est d'essayer d'adapter. La campagne, c'est vrai que aujourd'hui, à la campagne, c'est presque impossible de ne pas avoir de voiture. Et ça aussi, c'est un truc aussi qui est marrant sur l'histoire qu'on s'éloigne. Il y a un truc en sociologie qui s'appelle, et en économie, qui s'appelle la conjoncture de Zahavi, et qui dit que les êtres humains, peu ou prou, consacrent 1 heure par jour à leur déplacement. Si on regarde en France, c'est vrai, enfin, les données les plus anciennes, les estimations les plus anciennes que j'ai pu trouver, elles remontent à 1880 et ça marche extrêmement bien. Vous regardez le graphe d'ailleurs que j'ai partagé, on voyait ça quand on fait le temps de calcul, enfin on fait le temps et on voit que ça tourne autour d'1 heure. Et aux États-Unis, etc. Plus tu mets des transports performants, des TGV, des autoroutes, des voitures, plus les gens s'éloignent. Et c'est ça d'ailleurs qui détruit le tissu social, qui fait que dans les villes, c'est plus rentable de mettre une grande surface plutôt que d'avoir des boulangeries, du commerce de quartier, etc. dans les villages, et que ça fait que tu as des déserts médicaux, des déserts commerciaux dans la campagne, et qu'aujourd'hui, si tu vis à la campagne, pour trouver de l'emploi, pour aller simplement acheter une baguette de pain ou aller chez le ou la médecin, tu es presque obligé de prendre ta voiture. Et si tu fais le vélo, c'est extrêmement dangereux. Juste sachez qu'un tué sur 2 en France l'est à la campagne à vélo. Alors que je n'ai pas les chiffres du pourcentage de gens qui circulent, mais à mon avis, on doit bien être à 80-90% des kilomètres parcourus à vélo qui le sont en ville. Ça, c'est au doigt mouillé. Mais les morts à la campagne, je pense, sont très, très largement surreprésentés. Ce n'est pas du tout adapté de rouler avec des voitures qui sont maintenant à 80 km/h. Donc ouais, la voiture, il y a des endroits où ça ne marche pas bien. En revanche, il va falloir changer de modèle et faire... ce serait intéressant, je pense, de changer de modèle et de s'y diriger progressivement. Et de toute façon, les villes, on le sait, les villes, c'est pas quelque chose de durable. Il y a Guillaume Faburel qui a un urbaniste qui raconte ça, Jean-Marc Jancovici aussi. Une densité de population trop forte, ça fait qu'il faut beaucoup de transport pour faire venir la nourriture. Et les grosses villes, dans un monde qui aura résolu les problèmes climatiques, disparaîtront probablement, et on fera l'exode urbain cette fois. On repeuplera les campagnes, on remettra de la densité, on remettra des commerces de proximité, de façon à ce qu'on puisse faire les choses à proximité. On se relocalisera. L'air, je veux dire qu'il faut... La flèche du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on s'éloigne tous les uns des autres avec des Erasmus, avec des grandes distances, etc. Et ça, c'est clairement pas bon pour la planète, et ni visiblement pour notre bonheur non plus. Donc il y a un moment, il faut juste... c'est des décisions tout ça, c'est des décisions qu'on a prises, il faut juste changer les décisions, changer les objectifs. Faut juste. Il y a qu'à, mais voilà, vous comprenez l'idée. C'est intéressant de le faire en tout. Et ça, c'est nécessaire si on veut résoudre le problème. Maintenant, si on ne veut pas, on ne le fait pas. Et puis on se payera une des dystopies et 4 degrés. À nous de voir. À nous de choisir en tout cas. Voilà, bien on va clore la conférence, les questions. Merci Julien pour ta conférence. Je pense qu'on peut à nouveau t'applaudir. Avec plaisir. Merci à Yves qui a fait le lien aussi dans le cadre de l'organisation de la conférence, et puis Titouan qui a introduit. Merci à tous les deux. Vous aurez accès au support de la conférence de Julien avec les autres supports, donc vous pourrez retrouver certaines planches qui ont peut-être été moins commentées et qui permettront de compléter aussi ce que tu as dit.
Prochaine conférence dans 15 jours avec un ancien, Arthur, et il sera question plutôt de production. Voilà, c'est aussi un domaine important pour nous, évidemment, et il nous dira comment mieux produire, ou moins produire, mais c'est aussi mieux produire en produisant autrement. Voilà, bonne fin de soirée. Yves vous a rappelé aussi le rendez-vous de tout à l'heure. Je ne sais pas si tu veux redire quelque chose ou... Vous allez dire, il insiste, le bougre. Non, c'est super important parce que, bon, en général, les élus, quels qu'ils soient, hein, de tous bords et de tout niveau, sont absolument débordés, sollicités, etc. Et c'est assez rare qu'il y ait une initiative de prise pour venir justement de jeune à jeune, puisque Madame le maire est jeune. Et je pense qu'il faut saisir l'opportunité, vous, pour vous exprimer, parce que c'est peut-être plus accessible quand l'initiative est prise par l'élu que suite à des fortes sollicitations pour arriver au résultat. Donc là, il y a une très belle opportunité, quoi, je vous assure. Donc voilà, ce serait mon dernier appel de la journée. Et pour celles et ceux qui veulent, j'assure le service après-vente, vous avez mes coordonnées. Si vous aviez encore des questions, vous avez mes coordonnées là, sentez-vous libre.